Donc Roger Cosien, qui est donc un spécialiste dans l'analyse forensique, je ne sais pas comment, je sais même pas comment se prononce ce mot, forensique, comment tu prononces? Forensique, c'est ça? Vas-y, installe-toi, Roger. Donc docteur en informatique et physique théorique, spécialisé dans l'image numérique et plus particulièrement dans la détection des falsifications d'images, et qui travaille pour une société qui s'appelle Exo Machina, et qui a créé un logiciel qui s'appelle Tungsten, et dont on parlera tout à l'heure, qui est un logiciel qui permet justement de détecter à l'aide d'outils mathématiques et physiques Absolument. de détecter le vrai du faux dans les images. Installe-toi. Attention, ça glisse. Je suis peut-être un peu loin de la table. Et rapproche-toi, mets-toi bien devant le micro. Qui est juste Je me ici. déplace. Vas-y. La plante te gêne, non? C'est bon. C'est bon. Voilà, donc bienvenue Roger. Merci. Mais merci beaucoup d'être venu, surtout. Merci. Donc on te présentera un peu tout à l'heure quand on commencera à parler images. Mais si tu veux bien, on va commencer par parler un peu de quelques articles qui sont sortis ces derniers jours. Alors parle bien dans le micro quand tu t'adresses à notre chat. Donc voici le chat ici sur ta droite. Parfait. Ta caméra est ici si tu veux leur parler directement. Il y a aussi une caméra ici quand on est tous les deux dans le plan, et Carl est là-bas. Bonjour Carl. D'accord. Commençons donc par... Alors oui, ça j'en parlerai demain, c'est pas grave. Ah si, juste un dernier truc que je voulais absolument montrer, qui n'a rien à voir pour le coup. Vas-y. Vas-y, Carl, tu peux afficher. C'est juste qu'il y a un truc absolument fou que j'ai trouvé sur Twitter ce week-end. En 2017, un groupe de développeurs a fait une compétition pour savoir quel pouvait être le pire, la pire interface de contrôle de volume. Et donc il y a des choses absolument folles, genre ça. Je vais vous les montrer tous parce qu'il y en a il y en a pas mal, mais voilà, ce genre de choses. D'accord. Rien que pour le volume. Ouais, bah c'est des trucs absolument pas fonctionnels évidemment. Là, tu vois, t'as un truc qui lance une petite boule. Celui-là, je le trouve incroyable. Un moment où tu choisis. Ah oui. C'est vraiment, ils se sont fait chier, hein, vraiment. Alors ça porte un nom, ça. On parle d'affordance. En fait, ce sont des interfaces non affordantes, comme on dit. Donc ça veut dire pas agréable à utiliser. En fait, elles ne suggèrent pas leur mode d'emploi. Ouais. Quand tu vois un marteau, rapidement, tu sais par quel côté il est affordant. Tu vois un bouton de volume, tu sais qu'il faut le tourner. T'as pas besoin de lire la notice. Là, c'est déjà un peu moins affordant, comme on dit. C'est un truc, c'est pour faire du curling. Celui-là, il est bien, celui-là. Celui-là, je l'aime bien aussi. En plus, il y a des gens qui ont du temps à perdre, quoi. Tu fais du sport avec ta souris en plus. Ouais, c'est ça. T'as celui-là qui te... Alors ça, c'est quoi déjà? En fait, c'est ça. T'as une énigme à résoudre, c'est ça? C'est que ça fait une... Tu bloques des trucs. Ah oui, puis après, il faut que tu trouves... Tu bloques des trucs et du coup, ça te fait un calcul. Enfin, c'est un enfer, quoi, finalement. Celui-là, c'était quoi? Ah, c'est Rick Astley, ça. Ouais, c'est Rick Astley. Celui-là, c'est en fonction de ta latitude. Toute ma jeunesse, ça. Celui-là, en fait, selon où tu te trouves, ouais. il adapte le volume en fonction de ta latitude. Ah oui, donc, c'est Rick Astley qui pilote, en fait, peut-être le volume. C'est pas forcément Rick Astley, ça peut être n'importe quelle vidéo. Ah, mais si tu veux que le volume baisse ou monte, faut que tu te décales dans l'espace. Voilà, donc je trouvais ça assez rigolo. Il y en a plusieurs, hein, si vous les retrouvez. C'est bien ces concours, hein. On sait jamais. C'est Ox Designer. Il y a peut-être quelque chose qui peut en sortir un jour. Ouais, de celui-là, je sais pas. Hein, parce que, à part faire péter un câble à tout le monde, je sais pas. Voilà, alors commençons sur l'IA avec BuzzFeed. Sur l'IA, alors juste avant, est-ce que tu veux qu'on fasse une mise au point tout de suite sur l'IA? Parce que je vais dire IA plein de fois. Oui. On peut, en sachant que, comme je disais, il faut bien mettre des mots sur les choses, il faut bien mettre des étiquettes, parce que sinon on peut pas parler. Bon. Moi, à titre personnel et dans notre équipe, on s'interdit de parler d'intelligence artificielle parce qu'on considère que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Alors, plein qui vont tomber dans les pommes. L'informatique évolue, on donne des noms aux choses, on donne des noms techniques, mais cette notion d'intelligence artificielle, en fait, quand tu réunis les deux mots, techniquement, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est ni d'intelligence? C'est ni l'intelligence. Alors, c'est artificiel. C'est artificiel d'une certaine déjà, manière. qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est artificiel? Donc, à part nous, à part nous, tout le reste est artificiel. Mais bon, voilà. Mais ce débat a déjà eu lieu dans la communauté informatique il y a longtemps. Il avait été pas tranché, mais voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui balancent des mots comme ça parce qu'il faut faire parler, parce qu'il faut lever des fonds. Ouais. Hein. Aujourd'hui, si tu fais une demande de subvention européenne, nationale, si tu mets pas IA dedans, t'en auras pas, mais il y a quelques temps c'était Big Data, quelques temps avant c'était Métavers, quelques temps avant c'était tout ce qui était lié au web sémantique, des choses comme ça, voilà. Donc t'as un effet de mode. Alors bon, très bien, pourquoi pas, c'est normal, les choses évoluent. Le problème c'est que quand tu demandes aux gens qui en parlent beaucoup, qu'est-ce qu'il y a dedans, de quoi vous remplissez ce concept-là, ils sont incapables de te répondre parce que eux-mêmes n'en font pas. Voilà. Ouais. Nous c'est ça qui nous dérange, et du coup les articles que tu vas nous montrer juste après.
c'est pas que l'information en elle-même n'est pas intéressante, mais le problème c'est que les premières hypothèses qui sont posées ne sont pas bonnes. En fait, on part de mauvais prérequis. Voilà. Donc bon, c'est pour ça aussi l'objet de la discussion certainement aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Mais du coup, donc effectivement, évidemment, beaucoup dans les médias, on a beaucoup utilisé le terme intelligence artificielle parce qu'effectivement, c'est quelque chose on va dire que c'est simple, que c'est quelque chose que les gens comprennent tout de suite. Mais on reviendra du coup sur cette définition qui est pas forcément bonne. Oui. En tout cas, on commence à avoir des pratiques chez nos confrères, et notamment là, on a BuzzFeed qui publie discrètement des articles générés entièrement par intelligence artificielle, et on se rend compte, donc c'est pas nouveau, hein, il y a déjà des médias qui font ça, même si c'est plus ou moins officiel, mais on se rend compte surtout, en fait, il y a des petits problèmes du fait que, en fait, ça prouve bien que ce n'est pas un journaliste. ChatGPT n'est pas un journaliste. Absolument. Et donc tu te retrouves avec des formulations qui se répètent tout le temps. Donc ici vous avez il y a une quarantaine d'articles qui a été scannés, des articles de voyage, et donc tu as tout le temps la même formule. Now I know what you're thinking, Puerto Rico, isn't that where the cruise, machin. Et donc il y a toujours des trucs qui reviennent. Et donc on se rend compte que tous les poncifs, alors en France on parlerait de, par exemple, même son de cloche chez machin, des choses comme ça. Ou de tout temps, blablabla. Il y a des poncifs qui sont utilisés et qui sont déjà d'ailleurs utilisés par plein de journalistes, notamment sur Internet. Mais en fait l'explication elle est simple, c'est parce qu'en fait, alors ça je pense qu'on le détaillera aussi, les séquences d'apprentissage de ces programmes-là sont basés là-dessus. Bah oui, bien sûr, sur les articles qui sont déjà publiés. Parce qu'elles sont faciles à trouver. Bien sûr. Et ces programmes-là ont ce qu'on appelle une réponse stéréotypée. Ouais. Alors que toi, moi et tous les gens qui nous écoutent à ce moment-là, on a chacun sa réponse. Et elles sont stéréotypées dans certains cas. Quand tu conduis, tout le monde conduit à peu près de la même façon. Ouais, heureusement. Mais sinon, face à de la connaissance nouvelle qui arrive, chacun aura une réponse dite non stéréotypée. Voilà. Ouais. Et du coup, il s'inspire de plein d'articles qui sont déjà publiés, etc. Et donc, on se retrouve avec des choses qui sont ultra répétitives. Exactement. Alors, est-ce que ça va ? C'est vrai, il y a le terme hidden gem qui revient tout le temps et qui revient parfois pour des choses qui n'ont aucun sens puisque ce sont des trucs très connus. Il parle de Bruges en Belgique, Secret Gem, Montréal, Secret Gem, enfin, c'est l'Espagne, carrément. Alors, est-ce que ça va se perfectionner ? Est-ce que du coup, il sera capable ensuite de reconnaître qu'il y a un problème et qu'il y a une répétition et qu'il a déjà utilisé ce terme-là dans un article précédent ? Je suppose que ça pourra exister à un moment donné, mais ça prouve bien aussi qu'il y a besoin au moins, si ce n'est de rédacteurs humains, de relecteurs humains, pour éviter d'avoir ces choses-là qui... Alors, tu mets le doigt sur un sujet important, moi qui suis aussi un gros lecteur d'articles sur Internet, déjà, avant de même parler de ChatGPT et autres, ce serait bien qu'il y ait des relecteurs humains déjà pour commencer. Ouais. Bon. Mais dans mon équipe, moi j'ai 2 linguistes par exemple, qui, je me permets de les saluer, qui sont à l'université de Caen, dans un laboratoire qui s'appelle le GREC, qui fait ce qu'on appelle du traitement automatique des langues. Ouais. Donc depuis des années, il y a des universitaires, des scientifiques en France comme à l'étranger qui travaillent sur la manipulation du langage. Quand je dis manipulation, c'est le traitement du langage par les machines, par des programmes, par de l'informatique. Bon. Et moi, depuis déjà plusieurs années, j'ai vu des programmes qui faisaient du résumé automatique, de la traduction automatique, etc. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme toute chose, ça arrive à maturité et ça commence à percoler dans le domaine public. Et là, après, ça échappe aux chercheurs. Alors, c'est un peu normal, c'est dans le sens de l'histoire. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'en emparent, qui ne sont pas spécialistes et qui leur font dire n'importe quoi. Là, ce que tu nous as montré, c'est le début. Ça va nécessairement évoluer. Alors, puisqu'on parlait d'IA, ça va évoluer à la fois dans les structures, ce qu'on appelle structures neuronales, donc la structure des réseaux de neurones. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux profonds, donc c'est relativement récent, ça évolue, mais aussi dans la façon d'emmener de la connaissance. Nous, ces techniques dites d'IA, pour nous, on appelle ça, technologie de la connaissance. Okay. L'idée, c'était, contrairement à ce qui se faisait il y a quelques années, alors j'aime pas, excusez-moi, je vais beaucoup dire il y a quelques années, parce que là, on est sur une petite rupture, en fait, technologique. C'est qu'on donnait de la donnée qui était assez corrélée, assez structurée. Et là, l'intérêt majeur de ce genre de technologie, c'est que on peut alimenter le programme avec de la donnée non structurée, non corrélée. Voilà. Et c'est le travail de l'architecture, donc des réseaux profonds en particulier, de trouver ces corrélations. Voilà. Mais ce ne sont pas des corrélations au sens d'humaines. Nous, on en fait, on passe notre temps à faire des liens avec les choses, des objets. Bon. Là, un réseau profond, il va traiter, et un réseau d'aujourd'hui, jusqu'à 1 milliard de paramètres. C'est-à-dire que tu lui donnes une photo de chat, il va des centaines, des dizaines. Il faut l'alimenter pour qu'il reconnaisse un chat. Exactement. Et j'en parlerai, je ferai une précision juste après. C'est que il va trouver des milliards de corrélations de paramètres, alors que ça échappe totalement à l'intellect humain. Et à la limite, peu importe, on n'est pas là pour ça, nous, justement. Voilà. Et puis nous, on le fait beaucoup plus rapidement. Et nous, alors, ça aussi, c'est un point important, c'est que quand moi, on me parle d'IA et qu'on me dit, pour reconnaître une vache, il faut lui donner 10, 20, 50, 100, 1000
exemplaires de vaches, etc. pour qu'ils bon, je prends la vache, hein, c'est un peu caricatural, mais alors que un enfant, toi, quand tu étais gamin, on t'a montré un chat, un chien une fois, 2 fois, ça va, toute ta vie, tu sauras le reconnaître. Voilà. Et ça, c'est pour ça cette notion d'intelligence et de captation de l'information comme nous on le fait, et de sensation même des choses, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est très très loin. Même très très loin. Et c'est pas du tout le modèle. Ouais. Le modèle, c'est la donnée qui est non corrélée, qui est... Alors, quand je dis non corrélée, on va donner, si tu veux faire reconnaître un chien, tu vas donner beaucoup de photos de chiens ou de notions de chiens. Bon, donc ça, il y a quand même corrélation. Mais dans tous les angles, dans tous les styles, etc. Voilà. Et en fait, le système se débrouille. Alors, on pourra parler aussi de ce que veut dire se débrouille pour trouver ces millions, c'est au minimum, on parle de millions, hein, voire jusqu'à 1 milliard de paramètres qu'il va traiter simultanément. Qui lui permettent de reconnaître du coup un chien. Qui après, quand tu lui présenteras une photographie de famille où il y a un chien, il dira là, je reconnais tel objet, telle chose, etc. Voilà. Bon. Mais c'est du calcul. Ouais. C'est du calcul. C'est intelligemment conçu. C'est pas de la magie surtout. Alors c'est surtout pas de la magie. Même si sûr. Nous on est les premiers, et ça aussi, je pense qu'on en parlera un petit peu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors c'est ça en fait, c'est-à-dire que un peu les magiciens du domaine se sont emparés de ça. C'est comme toute chose, comme beaucoup de choses en science, on n'a pas tout exploré, on ne comprend pas tout. Et étonnamment, ce programme qui tient sur ton téléphone, qui tient sur mon ordinateur, sur n'importe quoi, ce sont nos modèles mathématiques. Et pourtant, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le fonctionnement. Tu penses à quoi, par exemple ? Alors, il y a la façon dont les réseaux de neurones font leur apprentissage et après produisent une réponse. Il y a différentes étapes. Et il y a une zone, alors j'ai une zone, la cherchez pas, elle n'est pas dans votre ordinateur, mais il y a une zone mathématique qu'il y a dans l'algorithme qu'on appelle par exemple le ou les espaces latents. Bon, c'est le nom qu'on a donné parce qu'il y a des raisons. Et bien en fait, on ne comprend pas tout ce qui se passe dedans. D'accord. Pourquoi ? Mais c'est normal, parce qu'en fait, les équations qui sont derrière sont relativement simples, sauf que multipliées par 100 millions, 200 millions, 1 milliard, c'est justement là où on a besoin des machines, parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Alors, ça surprend toujours aussi, mais moi, je dis, si tous les gens qui nous écoutent ont certainement un tableur Excel, en fait, les réseaux neurones, même profonds, on pourrait les faire tourner sur un tableur Excel. Alors, ça prendrait un temps fou, et on n'a pas que ça à faire. D'accord ? Donc, on le code autrement. Bon. Mais tout ça pour dire que ce qui peut paraître un peu magique, c'est justement ce que nous, humains, on n'a pas envie de faire. Et pas envie de faire ou qu'on ne pourrait pas dans un délai raisonnable. Quoi. Voilà. Et donc, ce côté, il m'a produit une solution, il m'a produit un texte, comme tu as montré tout à l'heure, mais d'accord, mais en fait, il ne fait que ce pourquoi il a été conçu. Voilà. Même si nous, on ne comprend pas tout. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'intelligence, parce qu'en fait, il fait ce qu'on lui dit. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est indépendant. Il produit une réponse pour laquelle il a été conçu. Oui, c'est ça. Même si, en fait, on peut être surpris par la réponse, mais c'est vrai pour plein d'objets. Hein. D'accord ? Tu fais de la photographie, moi j'en fais. Il y a des fois un nouvel matériel. T'as vu là, pourquoi la colorimétrie ? Et pourtant, ça a été conçu pour. Voilà. Bon. Alors, nous, on teste littéralement tout ça. Donc... Oui, alors en plus, c'est ça. Bon, je comprends qu'on puisse parler d'intelligence artificielle parce qu'en fait, ça a été conçu pour, très localement, dans des cas de figure particuliers, simuler, et tout est dans le simulé, une réponse humaine. Donc là, il a écrit un texte. C'est vrai qu'il y a quelques temps, les ordinateurs écrivaient des textes encore plus stéréotypés, encore plus bébêtes. Bon, là, ça simule en fait l'idée que ça puisse un humain. Et je reconnais, moi, j'ai testé aussi tous ces chatbots, etc., sur des petits textes, des petites questions, que ce soit moi, ma voisine, mon voisin, mon collègue de travail, ça aurait pu être n'importe qui l'aurait produit. Ça a été fait pour ça. D'accord ? Et j'insiste bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à travailler dessus, à faire des recherches. C'est un des avenirs de l'informatique. D'accord ? Et en fait, sur les 20 dernières années, il y a plusieurs couches qui se sont empilées en termes de recherche et de résultats, et on est arrivé à ces notions-là. Mais l'informatique, elle est intéressée par d'autres choses. Enfin, l'informatique et toutes les sciences. Oui, par exemple, moi, il y a plein d'autres trucs qui viennent, mais sinon, on va digresser beaucoup trop. Non, t'inquiète. Je vois qu'il y a quelques questions. On va en prendre quelques-unes. Bonjour, GPIF déjà. Bienvenue. On parle reconnaissance d'images générées par des outils comme Midjourney aujourd'hui. En particulier, on verra tout à l'heure, mais pour l'instant, on est sur l'IA, l'IA de manière générale. Merci beaucoup à BigBillBot pour l'abonnement, le 18e mois, donc merci à toi. Et donc je voyais Portalis qui disait, c'est pas juste que c'est intuitif voire inné chez l'homme ce genre de rapprochement. Alors effectivement, ça c'est un autre sujet, on va pas forcément s'attarder là-dessus, mais du coup ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on donne à une IA, on peut lui donner des biais de reconnaissance ou de fonctionnement. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une éthique respectée ou en discussion ? Non, parce que ce sont des... Alors,
il y a eu une signature là, pour un moratoire sur l'IA. Alors on pourra ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça nous a bien fait rigoler aussi. Je dis pas que des questions vont pas apparaître à un moment donné. Sachant que les questions éthiques dans ce domaine-là, ça existe déjà. Comme toutes les technologies. Oui, c'est ça. En médecine, sur des choses qui peuvent par exemple devenir de l'armement. Là, par exemple, on va dans l'espace. Est-ce qu'on va laisser des déchets sur la Lune, par exemple? Donc, il y a des questions qui se posent, et tant mieux qu'elles se posent, d'accord? Mais de là à dire, parce qu'on parle d'intelligence artificielle et qu'on suppose que ça pourrait être quelque chose à notre image, il faudrait que cette chose-là ait une éthique. En fait, les gens qui en parlent, c'est les gens qui n'en font pas. D'accord ? Parce que je vous assure, quand vous codez des réseaux de neurones, vous passez votre temps en fait à vous demander comment vous allez faire une mise à jour Python qui fonctionne avec votre code. Vous voyez, on est sur des choses très très bas niveau en fait en réalité. Bon. En revanche, sur les usages, d'accord, ça dépend dans quel sens c'était posé la question. Est-ce que c'est dans la fabrication, la production? Ça, à ma connaissance, pour l'instant, on est au début et ça va prendre de la place, c'est évident. Et je citerai un autre exemple juste après. Mais sur les usages, oui, par exemple, pour vous les journalistes, jusqu'à quel point on peut laisser tout ou partie d'un article rédigé par un chatbot. Moi qui travaille beaucoup avec l'agence France Presse, et je me permets de les saluer, on a travaillé pendant des années, on continue à travailler sur le problème de l'image falsifiée. Il y a une éthique, c'est-à-dire que le photographe à l'AFP, qu'il soit pigiste ou interne, enfin permanent, il y a un nombre limité d'actions qui sont autorisées. Après, ils ont un labo photo qui, eux, ont autorité pour faire d'autres traitements. Mais même s'il y a le doigt devant sur la photo parce que c'est dans la précipitation, à l'AFP, ils n'enlèvent pas le doigt. D'accord. Ce qui prime, c'est l'événement. Et le fait, si tu veux, une image, c'est pas un témoignage, c'est le photographe qui était là, le journaliste, comme toi, qui dit, voilà, je vous emmène un élément et je viens appuyer mon témoignage. D'accord. S'il y a le doigt devant la photo, on laisse le doigt. Voilà. Donc, tu vois, donc, ils avaient déjà une démarche éthique par rapport à ça, et depuis longtemps. Bon. Donc là, quand on va faire de la production à partir de certains éléments d'IA, oui, là, il faudra se poser, et chaque profession devra se poser la question. Voilà. Mais je pense que la question il y a la question des biais qui avait été abordée. C'est, moi, j'avais fait quelques articles avec comment s'appelle ce collectif, je ne sais plus, mais Femmes et Intelligence Artificielle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais où il y avait la question des biais sexistes, où tu pouvais du coup coder des intelligences artificielles et te retrouver avec les mêmes biais que la personne qui a codé le truc. Et c'est ces questions-là aussi qui reviennent sur comment on fait pour éviter que ces outils-là tombent dans les mêmes travers que nous, en fait. Alors, c'est pas tellement l'architecture, c'est les données qu'on lui a données à traiter. Tu peux poster, si tu alimentes ton système avec Mein Kampf et les écrits du Troisième Reich, tu vas avoir un biais nécessairement. Bon. Donc là, par contre, le point est intéressant, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de technologie de la connaissance, comment tu réunis ta connaissance et données de départ, d'accord, et comment après tu les donnes à traiter par un programme. Mais le problème, c'est que si jamais tu as une action, une réflexion très longue sur tes données de départ, du coup, il sert à quoi ton programme, tu vois? Et là, on en est qu'au début, à ma connaissance. Mais je ne vais pas trop taper sur la table, apparemment ça fait du bruit avec le pardon, micro. Désolé, c'est la passion. À ma connaissance, il n'y a pas encore... Alors, on y travaille, mais de programmes sur les programmes. Tu vois, de programmes qui viendront contrôler... ou coder. Alors, ça porte un nom, ça s'appelle l'explicabilité, puisqu'on a beaucoup de mal à comprendre... Enfin, on a du mal à comprendre. On n'est pas toujours capable de... Quand un réseau de neurones, surtout profond, produit une réponse, on a du mal à refaire toute la chaîne inverse. D'accord ? Ce qu'on appelle l'explicabilité, ce qu'on appelait éventuellement la rétro-ingénierie, peu importe. Bon. Donc, on réfléchit, on va peut-être être intégré prochainement dans un projet là-dessus pour développer une surcouche logicielle qui sera capable de donner des éléments de compréhension de pourquoi la couche du dessous a dit ceci. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et là, parce que si on a besoin de programmes pour traiter des dizaines, des milliers d'informations, faire de l'analyse préalable, en fait, tu as déjà tout fait quelque part. Tu vois. Bon, si tu dis, je disais tout à l'heure, je prenais un exemple stupide, donc tu prends les écrits du Troisième Reich, soit tu es historien, ça t'intéresse, mais si c'est pour générer du texte déjà tout fait, c'est un peu stupide. Pas trop d'intérêt. Je prends un cas caricatural. Tu vois, mais si c'était moins caricatural, si toi tu vas travailler en tant qu'humain sur les données de départ, tu as fait le travail en fait. D'accord ? Donc nous on pense et on travaille dessus, donc tu donnes de la donnée comme ça, non structurée. Alors tu as une architecture qui est prévue pour prendre cette donnée. Il y a des architectures pour le texte, d'autres pour les images, le son, etc. Mais là, on travaille on réfléchit, puisqu'on travaille sur des surcouches qui vont nous aider à comprendre la réponse. Voilà. Je ne sais pas si elles détecteront des biais, comme tu as dit, mais cette notion de biais, attention, une fois de plus, on est sur des programmes informatiques. D'accord ?
Alors certes, c'est pas que des 1 et des 0, mais on est sur des programmes informatiques. Ouais, mais après, comme tu dis, de toute façon, ça dépend beaucoup des données, parce que Portalis reposait une question là-dessus. Moi, je sais que quand j'avais parlé de ça, j'avais notamment parlé avec quelqu'un qui travaillait dans les assurances et qui travaillait à la R&D chez une société qui faisait des assurances, et qui disait qu'en fait, pour certains cas, comme les données fournies, en l'occurrence chez les assurances, c'est les données des litiges ou des choses comme ça qui ont été réglées, et ben, du coup, il fallait inculquer eux-mêmes, enfin qu'eux-mêmes ils inculquent des biais en faveur des femmes notamment, pour éviter que les femmes soient désavantagées dans leur indemnisation, les choses comme ça, parce que les données effectivement étaient biaisées au départ. Parce que les données étaient biaisées et que du coup il fallait prendre en compte le sexisme d'un conseiller clientèle qui allait, alors je sais plus, il y a une histoire sur le coût des assurances pour les femmes qui est différent des hommes, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était des choses comme ça. Les femmes coûtent moins cher, je crois savoir. Après bon, ça dépend de quel domaine. Mais parce qu'il y a plus d'accidents avec des hommes. Mais en tout cas, il y avait une histoire comme ça, et donc là, il était question de pousser l'IA à être un peu moins juste, on va dire, sur certains trucs. D'accord, mais comment on le fait ? La question, c'est comment on le fait. Parce que justement, on a la technique après. Voilà, d'accord, on parle technique. Vas-y, si tu veux. Non, parce que c'est ça, c'est que tu donnes de la donnée. Donc, tu es un assureur, tu prends tes propres données. Si tu as alors tu peux avoir. Alors, les assureurs, c'est peut-être un petit peu plus aisé parce qu'ils ont beaucoup d'outils statistiques, etc. Ils en font beaucoup. Mais la question, c'est si tu es obligé de développer des outils pour toi-même analyser tes données qui sont censées être multiples, non corrélées, etc. Ben, quelque part, tu as déjà fait le travail. Donc, à quoi va te servir ton programme aller plus vite, j'imagine. Non, alors, ceci dit, tu mets le point sur quelque chose d'important. Là, depuis 1-2 ans, on parle beaucoup d'IA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une libéralisation des cartes électroniques, des cartes d'accélération 3D. Bon, donc, processeurs graphiques, etc. Alors, ça ne fait pas tout, mais on n'en parlait pas. Alors, on faisait du réseau de neurones déjà, moi, depuis très longtemps. Oui. C'était des simples couches ou un nombre de couches très limité. Alors, pour que les gens comprennent bien... les couches, en fait, c'est la capacité justement à traiter plus de données et à chercher plus de paramètres à l'intérieur. Je schématise, mais c'est un peu ça l'idée. Bon. Parce qu'en fait, on a plein de couches, on a plein de... Bon, très bien. Mais là, avec l'avènement, à ce terme-là, l'arrivée de puissance plus disponible, etc., donc qui est un gros poncif, avant c'était pour autre chose, oui, du coup, on en fait. Comme la 4G aujourd'hui, et la 5G, on peut s'envoyer de la vidéo, on voilà, alors qu'avant, on se limitait peut-être à la photographie. Voilà. Donc, les cartes électroniques, les processeurs ont permis, les architectures surtout sur Mac, des choses comme ça, d'accéder à de la puissance. Voilà. Donc, ça se démocratise de plus en plus. Mais il n'y aura pas un gain de temps, je pense pas. Ouais. Bon. Il y aura une multitude de réponses possibles, mais de là à dire que le calcul sera plus vite, plus rapide, par rapport à un programme. Non, mais je veux dire de gain de temps par rapport à une activité humaine. Ah oui, bien sûr, pas par rapport de programme. Oui, potentiellement, absolument. Et justement, parmi les usages aussi que je voulais évoquer rapidement, est-ce que Wikipédia écrira bientôt avec des outils de génération automatique ? Eh bien, la question se pose, et c'est justement le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, qui se pose la question. Évidemment, le problème étant que pour l'instant, les outils comme ChatGPT disent un peu n'importe quoi, par moment la fameuse hallucination. Mais donc à terme, est-ce qu'on peut rédiger une fiche Wikipédia en s'appuyant sur des données du coup qui sont récupérées sur Internet, par exemple ? Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que ça se fera ? La question se pose, et la question est en train de se poser du côté de Wikipédia. Wikipédia, c'est assez quand même aussi, c'est pareil, c'est assez stéréotypé comme format. Oui, il y a vraiment une écriture Wikipédia. Voilà, donc déjà, qui n'est pas la même d'un pays à l'autre d'ailleurs. D'accord, qui n'est pas la même d'un pays à l'autre. Bon, après ils ont aussi des vérificateurs. Enfin, il y a des gens qui contrôlent un peu tout ça. C'est une grosse communauté, de toute façon, c'est sûr. Communauté. Bon. La question est intéressante et est un petit peu paradoxale parce que ce côté collaboratif qui a toujours été mis en avant par Wikipédia, si tu mets un outil par réseau de neurones, du coup, tu vas hyper concentrer et stéréotyper le type d'écriture. Donc le côté collaboratif, il va avoir tendance à s'effacer un petit peu, quoi. Mais peut-être que justement, Wikipédia est ce genre d'outil où il y a, comme tu dis, une écriture qui existe, il y a un format un peu qui doit être respecté. Alors peut-être que tu peux pas remplir, il y a certaines pages. Il faut savoir que Wikipédia, c'est un terrain de guerre. C'est-à-dire que tu as des gens qui s'affrontent sur Wikipédia parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une vision ou une autre de l'histoire, par exemple. Et donc, dans ces articles-là, c'est compliqué de dire à une IA, ok, vas-y, fais ton truc. Mais sur un truc très factuel, sur la biographie de quelqu'un ou les dates, etc., là, tu peux te dire, pourquoi pas enrichir. Alors après, évidemment, je suis d'accord aussi avec le fait que ça annihile un peu le côté communautaire et le côté très humain. Est-ce qu'on a besoin d'un programme aussi élaboré ? Je ne suis pas certain. Puis après, il y a la question qui va arriver rapidement, mais qui vérifie ?
Du coup, est-ce qu'il y aura toujours des modérateurs Tu m'écris une fiche Wikipédia. Bon, je vais dire, écoute, est-ce que tu es sûr? Est-ce que toi, à titre personnel, tu n'as pas introduit des biais parce que tu as une sensibilité politique personnelle? Donc, ok, je vais vérifier. Moi, un chatbot, il me fait une réponse. Qui c'est qui m'assure que la réponse, elle est valide? C'est ça, de toute façon. Et puis même aujourd'hui, il faut encore souvent vérifier. Aller regarder. Par exemple, ce que fait Google, c'est qu'on avait vu ça dans le live justement, Google Bard, donc, qui est le ChatGPT de Google, te met l'outil recherche Google pour, si tu veux aller vérifier, en fait, il te donne 3 réponses possibles. Et si t'es pas content des réponses, tu peux aller vérifier. Donc c'est vraiment très limité pour l'instant, quoi. Là, j'ai envie de dire, c'est très humain en fait finalement, parce que du coup, nous sur les fiches Wikipédia, quand c'est écrit par un humain, on peut avoir des doutes des fois. Là, on aura quasiment les mêmes doutes, quoi. Ouais. Faut pas oublier que ces réseaux de neurones, ces IA, elles sont entraînées, d'accord. Elles n'apprennent pas d'elles-mêmes. Ça aussi, c'est un petit fantasme qu'on a dans la science-fiction qui viendra certainement un jour. Il y a des tentatives d'auto-apprentissage, c'est pas récent d'ailleurs, l'auto-apprentissage, tout ça. Mais là, tous les programmes qui sont mis à disposition du public n'ont pas cette notion j'apprends de mes erreurs, la tendance Wikipédia a changé. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un humain dedans qui relance. Alors, on ne fait pas tout l'apprentissage, ça porte un nom, ça s'appelle la spécialisation. Donc, on a un réseau de neurones, on a fait un apprentissage qui est un peu fermé, un peu stéréotypé, et on peut respécialiser au fur et à mesure. Mais il faut le faire. Donc moi, quand Wikipédia va me donner un Wikipédia AI va me donner une réponse, très bien, mais jusqu'à quel point je fais confiance à la réponse, quoi. Alors tant mieux, parce que c'est-à-dire que ça m'obligera toujours à aller aussi moi faire mes recherches, quoi. Oui, c'est ça, de toute façon. Et puis je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir un truc qui est vraiment sûr à 100% et où tu vas jamais vérifier, parce que en fait c'est un gros risque, même je pense aux étudiants on parle beaucoup d'étudiants qui vont utiliser ces trucs-là et tout. Si tu commences à raconter n'importe quoi, ça va se voir tout de suite. Et puis tu parles des étudiants, c'est bien, et justement un des fondements de l'enseignement pour les étudiants, c'est de développer votre esprit critique, quoi. C'est ça. Donc je développe mon esprit critique quand je suis en cours et quand j'ai mon prof humain qui me dit quelque chose. Ah ben non, monsieur le professeur, je suis pas d'accord avec vous. Ok, très bien. Par contre, si c'est chat truc, chat machin qui me le dit, là par contre, je vais y croire. Tu vois, il y a un paradoxe là aussi quand même. C'est sûr. En tout cas, tout ça inquiète évidemment toujours plus de secteurs. On en a déjà un peu parlé de la presse, mais justement les éditeurs de presse s'inquiètent beaucoup. C'est les Échos qui nous parlent de ça, et notamment sur un point auquel j'avais pas pensé, sur le fait que ce genre d'outil pourrait contourner les paywalls pour aller chercher des informations qui sont sous paywall. Oui. Et donc du coup, est-ce que ça relève d'un vol de données ou quelque chose comme ça, qui sont censés être payés par l'utilisateur qui utilise ce genre d'outil ou pas? Donc voilà, grosse inquiétude du côté des éditeurs de presse, et également grosse inquiétude du côté de l'industrie du disque, qui s'inquiète des atteintes aux droits d'auteur commises par les algorithmes qui génèrent des nouveaux morceaux, puisqu'il y a aussi évidemment effectivement des outils qui permettent de générer de la musique et qui je crois même sont déjà arrivés sur Spotify notamment. Donc voilà, c'est évidemment ce que je te disais tout à l'heure, la fameuse question de est-ce qu'on va être remplacé par ces outils? Alors évidemment non. Mais est-ce que pour toi ces craintes elles sont légitimes? Alors, dès qu'il y a une nouvelle ou une rupture technologique, il y a toujours des craintes pour ça, pour autre chose, et on peut les comprendre. Là, quand on parle de remplacement, on en est loin. On a tous le fantasme, et c'est pas récent, d'avoir un vis-à-vis qui n'est pas humain, mais qui se comporte, à qui je peux parler. C'est la science-fiction, quoi. Alors, c'est le golem de la mythologie, c'est l'automate joueur d'échecs. C'est HAL dans le C'est de l'espace. HAL, etc. Voilà, il y en a eu plein, il y en a encore récemment, tout ça. On en est loin, très, 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 très loin. Encore. Bon. La génération de morceaux de musique, on n'a pas attendu les réseaux de neurones, enfin, génération informatique, des réseaux, on n'a pas attendu les réseaux de neurones pour en faire. Tu avais des échantillons, moi j'en ai eu des programmes comme ça qui mélangeaient avec quelques paramètres, des heuristiques. À l'époque c'était la mode, on parlait d'heuristiques en informatique avancée. Maintenant on parle d'IA. Bon, très bien. Mais la question c'est, jusqu'à maintenant le gars qui appuie sur le bouton pour lancer le programme, c'est lui qui va être propriétaire de la chose. Donc tu parlais de la musique, mais pour Midjourney, la question se pose aussi. Midjourney, DALL-E, tout ça. Les graphistes. Voilà. Si je lance la même demande au même programme, donc que ce soit en musique ou en image, et que ton programme il va nous générer deux choses très semblables. Est-ce que l'un plagie l'autre? Est-ce que je vais dire attends, moi j'ai lancé ce matin, toi tu l'as lancé après-midi, donc j'ai une historicité supérieure par rapport à la tienne. Enfin, il y a tout ça. Bon, je pense pas que tout ait été tranché, mais la question va se poser quand on va faire de la génération et que les humains justement, alors c'est un peu couillon de dire ça, mais les gens vont vouloir s'en servir. Comment tu vas démontrer que ça t'appartient, puisque tu as utilisé le même programme que moi pour générer quelque chose d'identique ou de très proche, voilà. Et la musique ça va être pareil.
D'accord ? En même temps, la musique, depuis le temps que ça existe, en tout cas la musique moderne telle qu'on la conçoit aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a plein de morceaux qui sont repris, qu'il y a de l'inspiration, etc. Le plagiat, ça existe. Voire qui sont plagiés. Ou qui sont juste samplés d'ailleurs. Qui sont juste samplés, ça ne pose de problème à personne, quoi. Donc moi, parler de remplacement, j'y crois pas. Ce qui va se passer, comme toutes les techniques et les technologies, il va y avoir ce qu'on appelle du contournement. D'accord ? Les gens vont s'emparer d'un objet technologique et vont contourner l'usage pour faire quelque chose d'un petit peu différent, voire très différent. Et là, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle la créativité, ça. D'accord ? Donc, avec de la complémentarité en fait entre créativité, complémentarité. Et les humains. Tu vas avoir 2 chatbots, donc tu partais de Google Bard, on va le faire parler à ChatGPT. Moi, ma fille, depuis qu'elle est petite, elle prenait 2 Siri ou un Google quelque chose, et elle se les faisait se parler. Alors ça n'allait pas très loin, ça finissait en insulte en général d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant. Il y en a qui boudaient par rapport à l'autre, quoi. Voilà. Mais ma fille, déjà quand elle était petite, avait compris, elle faisait parler. Voilà. Bon. Donc on va contourner les usages, et ce qui peut être intéressant, c'est que il y aura un surplus de créativité là-dessus. Mais là, les gens qui disent, moi je pense, ce n'est que mon avis, qui commencent à émettre des craintes, alors ils ont droit, mais à mon avis, c'est pour introduire d'autres idées derrière. En fait, c'est une porte qu'ils ouvrent pour revendiquer autre chose. Puis il y a une dimension financière aussi, c'est la peur de perdre de l'argent. Il y a une énorme dimension financière. Parce que, comme dit, alors je sais plus, est-ce que c'est Lord Gibus qui disait ça Non, c'est Portalis qui nous disait qu'il y a déjà des cas concrets de remplacement de métiers dans la traduction notamment, avec des programmes toujours plus performants. Et oui, là on parle bien avant ChatGPT, etc. Exactement. Donc, et à ma connaissance, il y avait quand même des humains qui étaient avant, qui contrôlaient. Et au développement des logiciels. Et après, est-ce que c'est quand même valide ? Moi, je connais pas le monde de la traduction, mais est-ce que c'est quand même validé par des gens dans l'automobile, là, qui a l'air de repartir quand même aussi, il y a eu des transferts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais des gens qui étaient sur la chaîne de production. Peut-être qu'une partie de ces emplois sont allés vers la fabrication des robots, et ainsi de suite. Donc les gens ne perdent pas leur emploi pour autant. La question, c'est qui les gens ? Il y a des générations, il y a des générations qui disparaissent et les métiers disparaissent. Bon. Parce que les métiers s'adaptent et parce que les métiers s'adaptent, tout à fait. La commande numérique, quand elle est arrivée, elle a révolutionné l'industrie. Et pourtant, on n'a pas dit, ah là, ça va tuer le tourneur-fraiseur, etc. Tu vois, on s'adapte. C'est ça. Petite question de GPIF, j'ai l'impression qu'on rentre dans une ère où les IA vont être alimentées par des sources déjà générées par des IA. On vient d'en parler du coup. Donc on va enchaîner. C'est invité à des paroles de sagesse, nous dit Frère Auto. Je suis soumis à c'est l'avantage de l'âge. Passons donc aux images. Alors avant de faire, parce qu'on a un petit quiz évidemment, on va vous faire reconnaître des images fausses ou vraies. Je voulais montrer quelques outils. Est-ce que tu veux faire une réflexion Dis-moi. Alors, je vois ce que tu veux dire, attention, je ne me moque pas du tout. La notion d'image vraie ou fausse n'existe pas. Ok. Une image, c'est une représentation mentale de quelque chose. D'accord ? Tu fermes les yeux, tu en as. Tu n'as pas besoin de mon ordinateur pour en avoir. D'accord ? Donc, j'entends des fois aussi des énormités de genre image virtuelle, etc. Non, il y a image et image. D'accord ? En fait, ce que tu veux dire, c'est généré ou pas généré. Ouais. Alors, nous, trafiqué ou pas trafiqué aussi. On est obligé de mettre des mots. Donc, on parle d'images naturelles quand elles sont... produites par un moyen que moi je maîtrise, alors même une webcam, tu vois, ou un appareil photo, ce qu'on appelle les images de synthèse. Donc c'est ce qu'on voit beaucoup dans les films, qu'on a tous connu, Lancer le rayon. Voilà. Et les images aujourd'hui, on est obligé de mettre un autre nom. C'est de la synthèse, mais c'est une autre technique de synthèse. Donc on parle d'images générées. D'accord ? Mais c'est pas une critique quand tu dis vrai-faux. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais attention, quelque part, toutes les images, elles sont ni vraies ni fausses. Ce sont des représentations de quelque chose. Voilà. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que, on en parlera après, une photographie, c'est une image accompagnée d'une légende. S'il n'y a pas de légende, ce n'est juste qu'une image, et donc tu en fais ce que tu veux. Voilà. Alors que la photographie, justement, elle a une vie particulière et un usage particulier. Voilà. Je fais une petite aparté. Non, mais c'est important. Je voulais juste montrer quelques outils rapidement. Je regarde rapidement ce qui se dit. Quelques outils rapidement qui utilisent justement des outils comme Midjourney, etc. Notamment cet outil qui s'appelle Interior AI et qui vous permet, vous mettez une photo en fait. Alors j'ai oublié de le faire, je voulais le faire avant le live, de prendre une photo du studio et de le demander. Et vous voyez, vous mettez une image, alors pardon, on va prendre celle-ci. C'est chiant ce truc qui s'affiche dessus. L'image à gauche par exemple, là, c'est une image prise par quelqu'un de sa cuisine en l'occurrence. Ce que nous appelons une image naturelle. Ouais, ce qu'on pourrait appeler une image naturelle. Et à droite, c'est une image générée qui utilise en fait, parce que donc, dans Midjourney par exemple, vous pouvez renseigner une photo de base
et il va à partir de cette photo imaginer d'autres. Donc là, à droite, il te fait une proposition de ton intérieur. Tu lui dis je veux un intérieur qui ressemble à un truc suédois, j'en sais rien, n'importe quoi, et il va te créer ça. Mais là, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il a fait ? Le système, il a détecté les murs, le blanc, les portes, donc ça c'est des formes extrêmement stéréotypées. C'est des rectangles, des losanges et des parallélogrammes. Mais bizarrement, il a bouché certains trucs. Par exemple, ici, là, alors c'est vraiment chiant ce truc. Oui, puisqu'en fait, il veut peut-être pas que tu récupères les images. Si, mais parce que si, en plus, je peux la télécharger. Mais c'est juste que moi, je voulais montrer. On va montrer. Mais d'accord, voilà, comme ça, oui. T'as 2 portes à gauche, une au fond, une à droite, et celle du fond, elle est bouchée en fait sur l'image. Il a peut-être fait dépasser quelque chose. Oui, d'accord. Bon. Et même la forme de la pièce n'est pas tout à fait la même quand même. Mais tu vois, là, l'usage est intéressant, pourquoi pas ? C'est-à-dire que des magasins de meubles, etc., qui te proposent ça, c'est un bon usage. Ouais. Mais c'est pareil. Il y a rien d'intelligent là-dedans. Quid des décorateurs d'intérieur ? Les décorateurs d'intérieur, ils vont embaucher des informaticiens pour leur faire des systèmes encore plus performants, plus jolis, avec encore plus de données. Et je montre d'autres exemples. Alors c'est un outil qui est payant, qui est gratuit pour le mode simple, quoi, mais il est payant au-delà d'un certain point. Vous voyez, c'est pas non plus révolutionnaire les propositions. Il est pas affilié à un magasin, enfin une chaîne de magasins de meubles ou quoi que ce soit. Non, je crois pas. C'est juste. Par contre, ils ont fait autre chose. Parce qu'il y a cet outil-là, donc je vois quelqu'un dit je veux refaire ma cuisine, j'ai pif. De mémoire, il y avait un jeu comme ça où tu refaisais ton intérieur en 3D, je me rappelle, c'était un jeu sous forme de jeu. De toute façon, des trucs d'intérieur en 3D, ça existe déjà chez Après, l'avantage, là, ça peut être rapide. Ouais. Tu balances un JPEG de ton téléphone portable, et effectivement, il va te faire des propositions. Puis ça peut juste donner des idées, en fait, tout simplement, sans avoir forcément à faire la même chose. Non, ça c'est bien. Ouais. Non, c'est vrai, parce que tu visualises. Mais tu sais, on fait ça aussi sur les lunettes, certains vêtements, etc. Et donc, la même boîte fait aussi celui-là. Donc avec une super tagline virez votre photographe, génial. Super. Vraiment, ça fait plaisir. Et donc ça s'appelle Photo AI, et là en l'occurrence il vous fournit des modèles générés par des outils comme Midjourney, et vous lui dites juste dans quel environnement vous le voulez, etc. Et ça peut vous faire une image qui sera plus ou moins réussie. Alors on disait tout à l'heure, c'est pareil, encore une fois c'est très stéréotypé, c'est que des corps très lisses, etc. Et même en termes de grain de l'image, on voit tout de suite que c'est pas des vraies photos. Je trouve que ça se voit. De toute façon, ça fait studio. Enfin, ça fait studio, très léché, magazine, papier glacé. Bon. Alors, dans ce genre d'outils, alors celui-là, je le connais pas. Je dirais qu'à la limite, ce qui est révolutionnaire en rupture, c'est pas tellement ce que... Bon, parce que tu vois, là, les arrière-plans, c'est toujours les mêmes. Tu as la même notion de bokeh, un petit peu pareil, stéréotypé. La forme des corps, ok, très bien. Bon. Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'outil qui t'est proposé pour exprimer ta requête, ta demande. Ce qui est intéressant dans Midjourney, c'est que tu as une large palette d'expressions possibles. Là, j'ai vu, par exemple, ton rédacteur en chef, il met le commentaire National Geographic pour avoir une coloration un peu... Bon. Et tu peux dire tel type d'optique, voilà. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, ce qui est étonnant, c'est que personne ne s'est trop posé la question, comment est-ce qu'ils ont fait le lien entre... Alors, c'est pas du langage naturel, mais ça s'en approche. En tout cas, des termes génériques, écrits, textuels, pour comment ça devient une image. Et ça, je dirais que moi, en tant qu'informaticien, par exemple, c'est ça qui m'intéresserait. Je sais comment ils génèrent leurs images derrière. C'est des connaissances qui sont partagées. Attention, elles ne sont pas simples. Je ne minimise pas du tout la performance de ce qui a été fait, pas du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce qu'on met ça entre les mains du kidam moyen, et comment est-ce qu'il peut exprimer quelque chose et qui est transformé en autre chose. Ouais. Voilà. Là, il y a de la création de connaissances, il y a de la créativité, et là, il y a potentiellement, les gens vont s'emparer du sujet parce qu'en fait, l'outil est facile d'approche, et là, on peut espérer voir des choses un peu innovantes. Donc, ton rédacteur en chef qui fait écrire les prompts Midjourney par ChatGPT. On a dit qu'il y a des photos qu'on va faire deviner aux gens après. D'accord. Et voilà, ça, pourquoi pas ? Bon, après, tu sais, en ce moment, tout le monde est en train de jouer avec ça. C'est sûr. Au final, dans un an, les gens seront revenus à ce qui est de plus simple. On va voir. C'est un peu ma curiosité aussi, c'est de savoir si ça va cette mode un peu va durer ou pas. Et parce que là, on a déjà Midjourney qui n'est plus gratuit, que tu pouvais utiliser gratuitement et qui n'a plus de mode gratuit. Alors, il n'est pas très cher, mais effectivement, oui. Mais parce que ça passe par Discord notamment. Oui. Bon, je voulais voir si ça marchait. Attends, que tu voulais montrer tes exemples, c'est ça ? Non, je voulais juste voir si ça fonctionne, si je fais technique photo. J'ai vu que quelqu'un demandait le nom de l'outil. L'outil précédent, c'était Interior AI. Donc voilà. Alors, vous avez remarqué, tous les gens qui nous écoutent, moi j'ai vu l'autre jour une pub pour un vélo avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Donc en fait maintenant, si tu veux, avant tu avais des carbonara avec des morceaux de jambon à l'intérieur, maintenant on va te vendre une chaise, un vélo avec des morceaux d'IA à l'intérieur. Donc là, il faut vraiment que nos téléspectateurs, l'auditoire soient conscients que ces morceaux de ceci, ces morceaux d'IA, aujourd'hui c'est beaucoup de marketing. Vraiment. Okay. D'accord. Bon, et Karl me fait signe qu'il faut vraiment éviter de taper sur la table.
D'autres outils rapidement, bon là on revient un peu à ChatGPT, mais qui permettent, enfin c'est non, rien à voir avec ChatGPT, c'est juste que c'est un tweetos qui a mis ChatGPT est incroyable, il existe des centaines d'IA révolutionnaires, vraiment, parce que alors là il y a tous les mots du jackpot. Moi, si tu veux, dans l'absolu j'ai rien contre ce mot IA. Le problème c'est que tu vois, les gens disent il y a une IA, mais c'est quoi? Elle a un prénom, elle a une famille. C'est sûr que là vraiment c'est exagéré. Il faut arrêter de personnaliser. En fait, le problème c'est que, mais on a tous besoin de doudou, tu vois, ton petit doudou, etc. Donc il faut arrêter avec cette tendance du doudou. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais là c'est vrai qu'en plus c'est un programme informatique. En plus, voire les architectures sont toutes les mêmes. Ouais. D'accord, elles sont juste entraînées avec des corpus de données différentes. En tout cas, du coup, si ça vous intéresse, on a pas mal de petits outils dans ce thread. Je sais pas si Karl, tu peux le récupérer. Est-ce que je te l'envoie quand c'est comme ça Attends, je te l'envoie. Enlève mon écran. Je te l'envoie parce qu'il y a pas mal d'outils assez sympas, notamment pour générer des CV, ce qui peut être assez utile. Absolument. Oui, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, n'ont jamais fait, sont en manque d'inspiration. Parce que là, on a les CV, on a des images de stock, on a des assistants pour les développeurs. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc on peut regarder rapidement le truc des CV. Donc tu vois, ça te crée des trucs. Et en plus, ils mettent par qui a été engagée la personne qui a généré ce CV. Donc ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, petit tip, ce qui m'a été donné il n'y a pas longtemps, si vous faites un CV, pensez à mettre les couleurs de l'entreprise dans votre CV. En général, ça marche bien. Ça attire l'attention, absolument. Voilà. Et celui-là, c'est celui qui vous fait des images. Ça peut être par exemple pour faire des couvertures de bouquins pour enfants, ça peut être des images de stock pour illustrer des articles, ça peut être des images pour illustrer des sites sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, ça, c'est un outil moi, les gens qui mettent ce genre d'outils, alors je les aurais jamais en face de moi, mais au minimum, quand ils mettent le mot IA ou AI, j'aimerais bien qu'ils me disent quelle architecture ils ont utilisée, neuronale, et comment ils ont fait leur entraînement. Oui, mais en fait, ils utilisent des outils qui sont déjà existants, ils ne développent pas leurs propres outils. Il y en avait déjà avant, ils ne mettaient pas le mot IA dessus. Moi, par exemple, en tant que photographe, j'utilise on a le droit de citer des marques? Oui, bien sûr. Topaz, la suite Topaz. D'accord. Alors, ils ont mis depuis quelques temps, ils mettent IA partout. Ouais. Donc, ça permet de faire de ce qu'on appelle la super résolution, de les foot, etc. Effectivement, de la façon dont ça fonctionne, on a l'impression qu'il y a eu de la donnée d'apprentissage, etc. Mais j'en sais rien, à vrai dire. Ouais. Tu prends Photoshop pour prendre le plus connu. Tu avais déjà des outils qui étaient très avancés, comme ce qu'on appelle le in-painting. Tu sais, tu veux enlever quelque chose, il te le remplace. Des algorithmes dits par heuristique qui marchaient très très bien. À l'époque, enfin je dis à l'époque, je parle comme un vieux, mais c'était pas il y a 50 ans, hein, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a des outils qui existaient déjà avant et qui ressemblent énormément à ce qu'on fait aujourd'hui et qui sont pourtant pas du tout des intelligences artificielles à l'époque. Tu prends dans Photoshop le in-painting de nouvelle génération qui s'appelle le Content Aware. Alors le nom est un petit peu pareil, très marketing, donc ça veut dire prise en compte du contexte. D'accord, voilà. Donc tu enlèves quelque chose, une boîte de conserve, un gobelet, etc. L'algorithme par heuristique analyse ton image, analyse les différents types de textures et va te proposer à la place du gobelet ce qu'il y a de plus probable, de plus attendu. Et aujourd'hui, il mettrait le label IA chez Photoshop, tout le monde les croirait. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est ça. Je vois qu'il y avait juste une question par rapport à GPT par exemple. Il n'y a pas un risque que la qualité des réponses soit réduite pour pousser à la version payante complète? Alors si, mais ça c'est de la politique commerciale de la boîte qui fait ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si les mises à jour tardent à arriver, plus ça va aller, plus les réponses vont être hyper stéréotypées. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas épuiser toutes les possibilités, mais rapidement, on va voir comment ça fonctionne. Il va produire les mêmes styles de réponse. Ok. Et je répète, je voudrais pas donner l'impression que je critique ça, pas du tout. Au contraire, je suis très admiratif de ce que les OpenAI a fait. C'est un énorme boulot. Ils sont arrivés, personne ne connaissait. Ils ont levé des fonds. C'est du vrai boulot, quoi. Oui, bien sûr. Ce que je critique plus, c'est les gens qui n'y connaissent rien, qui s'emparent du sujet et qui font dire ou qui font espérer des choses qui n'arriveront pas. Oui, de toute façon, on aime bien se faire rêver. De toute façon, non, mais alors ça, c'est bien. Ça s'appelle la science-fiction. Pourquoi pas? Pourquoi pas on est tous clients de ce genre de film, c'est très bien, mais on n'en est pas là. Passons à un petit quiz. Il y a peut-être d'autres questions. Ah oui, tu avais ton quiz. Est-ce qu'un IA fait de la recherche via un moteur de recherche? Bing GPT par exemple fait de la recherche via Bing, mais c'est pas terrible, je crois, pour l'instant. Si Bing, c'est assez lisse. Les réponses, t'as rarement des trucs très fascinants. Il y a quelqu'un qui parlait de l'IA de Facebook aussi qui avait fuité. Est-ce que c'est la même que ChatGPT? Du coup non, je suppose que c'est Meta qui a développé son propre truc, mais en s'appuyant sur Le problème en fait, c'est que tous ces outils là, ils sont pas open source de ce que je sais. Donc non, du coup, alors ils sont pas open source. Ceci dit, je vois par exemple. Meta voulait rendre son truc open source et a annulé le truc après. Mais par exemple, tout le monde connaît ou connaissait Flickr. Ouais. Donc ça a été racheté X fois. Ouais.
Ça a dû passer entre les mains de Google à un moment donné, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, un des propriétaires de Flickr a massivement utilisé les photographies que tout le monde mettait, en particulier les photographies de visage, pour faire de la reconnaissance faciale et apprendre à détecter des visages. D'accord. Il n'y a pas de volonté de suivi ou de surveillance, c'est pas ça. Mais ces données-là, qui étaient entre guillemets à tout le monde et à personne, en fait, ont été utilisées sans que ce soit dit. Il y a moins d'une dizaine d'années à peu près, le FBI a fait une étude qui est en ligne pour la reconnaissance des tatouages. Nous, on l'utilise dans certaines applications parce que les tatouages, il y a des trucs artistiques, mais il y a des choses qui signent une communauté. Ouais. Bon. Et le FBI, en fait, avait remarqué que les gangs de motards, certaines mafias, etc., avaient des tatouages très stéréotypés. Donc, ils ont développé un programme qui marche très bien. Nous, on l'a récupéré, ça marche plutôt bien, qui extrait les tatouages. Et c'est assez bluffant parce que, tu vois, ta photo là, il ne faut pas que le logo qui soit sur le dessin sur ton t-shirt soit pris. Bon, alors, comment tu fais ça? Tu alimentes avec beaucoup de données qui étaient prises sur Flickr en l'occurrence. Ouais. Ça a été quand même à un moment donné, peut-être un peu moins maintenant, mais une énorme base de données libre d'accès. Voilà. Ouais, Ils ont téléchargé beaucoup de photos, en l'occurrence de Flickr et d'autres. Et par une structure neuronale adaptée, on arrive, ça marche bien. Il ne va pas confondre un dessin d'un tatouage. D'accord. Mais là, dans ce que j'ai dit, c'est que il y a un point important, c'est que là, quand les gens ils parlent d'une IA, on a l'impression qu'elle est née un matin, personne n'a rien fait. Ça met potentiellement des semaines, des mois, voire des années. Donc là, tu vois, par exemple, l'extraction des tatouages ou des dessins, enfin tout ce que tu veux, la reconnaissance des visages, il y a eu des allers-retours, il y a eu des tentatives, il y a eu une version 0, une version 1, etc. Et puis on peut imaginer que c'est des gens qui sont allés identifier eux-mêmes des tatouages, enfin des chercheurs, etc. Alors au début, ça passe par ça commence par des gens qui le font à la main. Ouais. Et après on automatise, j'imagine. Et après on automatise, exactement. Tout à fait. Ok. Bon, alors petit quiz. Rapidement, j'ai une douzaine d'images à vous montrer. Et vous allez me dire, Karl va vous mettre un petit sondage à chaque fois qui va durer 1 minute. Et donc vous aurez 1 minute pour nous dire si vous pensez que c'est une image. Alors c'est quoi le terme que tu as utilisé? Les 3 catégories. Il y a synthèse. On va dire image. Voilà, naturel. Naturel ou généré. En voilà. l'occurrence, c'est naturel ou généré. D'accord. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Attends, les gens, ils répondent comment? Sur le chat en fait, il va y avoir un petit sondage qui va s'afficher. Je vais mettre ça sur mon écran. Hop. Voilà. Alors, donc, sachant qu'il y a des images générées, alors comme l'a dit Roger tout à l'heure, il y a notre rédacteur en chef Renaud Labracherie que vous avez vu il y a peu, qui était venu nous parler de la fin de d'EP Review. Quel malheur. Ouais, quelle tristesse, effectivement. Donc Renaud s'est amusé avec Midjourney à faire des petites images, et puis j'ai utilisé aussi des images qui avaient été faites par nos photographes, par nos journalistes photos qui testent des appareils photo et des objectifs sur le numérique. Et donc vous allez devoir me dire si c'est du vrai, naturel, entre guillemets, ou du naturel, ou du généré. Et on commence quand Karl est prêt. C'est parti. Il est prêt. Donc voilà la première image. Donc vous Très me joli. dites. Donc vous répondez au sondage, vous avez 1 minute, ça va aller assez vite. Loïlan dit impossible à trouver à mon avis. Eh bien, on va voir. Vous allez voir que c'est pas. Je sais pas, on va voir. Je suis curieux des résultats parce que ça peut. C'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être assez bluffant, même s'il y a quand même souvent des choses qui se voient à l'œil nu. Alors ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que toi dans ton métier, on va en parler juste après, d'ailleurs on t'a toujours pas présenté vraiment, on va falloir qu'on le fasse à un moment donné. Toi dans ton métier, tu utilises vraiment du traitement mathématique, donc des choses qui se voient pas à l'œil nu. Voilà, là on a tous un avis quand on regarde comme ça, on a tous un avis. Des fois c'est facile quand tu as effectivement 6 doigts, alors peut-être que la personne ça existe, on l'a dit génétique, tu peux avoir 6 doigts. Oui, bon. C'est vrai. Bon, mais d'accord. Ceci dit, nous en tant qu'experts, on ne fait pas confiance à nos yeux. Puisque de toute façon, l'image, comme je disais tout à l'heure, c'est une réinterprétation de signaux lumineux, donc il y a tout un processus neuronal, et une image est faite, entre guillemets, pour stimuler le cerveau d'une certaine façon. Donc, quand on fait de l'expertise, on n'utilise pas nos yeux, on n'utilise pas l'aspect visuel. On a développé un ou des outils qui sont entièrement mathématiques. Alors, ça a plusieurs vertus. Bon, déjà, ce sont des maths. Et on a donc, conçu ces outils-là dans un objectif particulier et avec une finalité, une performance attendue. Mais surtout, quand tu as un résultat, l'idée, c'est pas la machine qui a fait n'importe quoi. Il faut que je puisse démontrer que si je dis vrai ou faux, voilà, ce qu'on appelle l'explicabilité. Et ça a une conséquence immédiate. Si je peux introduire le sujet pendant le sondage ou le sondage est fini, mais attends, on a des résultats. On va progresser au fur et à mesure. Les gens pensent que c'est à 63% naturel, et je vois des gens, il y a MP19X qui dit que c'est 100% généré. Le quick a l'air cohérent, je dis vraie image, généré, révolution du motif pic, ça fait pencher du côté image réelle. Si c'est pas généré, je vais me prendre une mandale de sa part. Eh bien, c'est une image naturelle.
qui a été prise en l'occurrence par notre camarade Louis Royer. Donc il a vraiment des jambes aussi grandes que ça, ce monsieur, c'est très impressionnant, et des bras aussi grands que ça. Alors il est aussi en contre-plongée avec un angle une focale un petit peu grand angle, donc ça rajoute ça aussi par exemple, tu vois. C'est ça. Mais en ce qui là, on reviendra pas après sur les images naturelles, mais les images générées, on y reviendra plus tard puisque c'est celle que Renault a envoyée en général. On enchaîne avec la deuxième image. J'attends que Karl soit prêt. Donc bravo, en tout cas, vous avez trouvé qu'effectivement c'était une image naturelle à la majorité. C'était 60%, je crois, de personnes qui ont trouvé que c'était naturel. Il avait des doigts normaux, nous dit Nini BZH, effectivement. Donc c'est parti. La deuxième arrive. Ça, c'est la deuxième image. Alors celle-là, si tu veux, tout à l'heure, on pourra la montrer en analyse, justement, parce qu'on l'a vu. Bon, je dis rien parce que j'ai la réponse. Très jolie. Très jolie, effectivement. Donc, une image de concert, évidemment. Vu depuis le point de vue du batteur, oui, c'est ça. Cliquez en haut du chat dans le sondage. Pas compris. Ah oui, j'avais pas vu, d'accord. Oui, il y a le truc en haut. Alors, on s'oriente vers du généré, a priori. On est à 85% pour l'instant. Le tome alto est foutu. Image de synthèse d'un film. Alors, il n'y a pas d'image de synthèse. C'est soit des images générées donc par un outil spécifique, soit des images prises avec un vrai appareil photo. Peut-être tout à l'heure on expliquera pourquoi on fait cette distinction entre d'ailleurs synthèse et généré. Pendant le prochain sondage, on fait ça. On explique. On pourrait croire qu'on fait ça pour le plaisir de mettre des étiquettes, mais en fait il y a une raison. Je pense que c'est l'intervention humaine, non? L'intervention directement. C'est plus bas niveau que ça encore. D'accord. Ça surprend d'ailleurs. Vous avez donc trouvé effectivement à 77% qu'il s'agissait d'une image générée, et comme l'a dit Ludovic, donc l'a dit Record Play, le tome alto est foutu. Effectivement, vous voyez que le tome à gauche est orienté vers le public, ce qui n'est pas très pratique pour le batteur, et même celui du milieu. Tapé un peu trop fort, non? Ouais. Et même celui du milieu est un peu trop plat, on va dire. C'est pas très pratique quand vous êtes batteur pour utiliser ça. Les images de James Webb, c'est quoi? C'est des images. Ah bah non, c'est de la photographie, les images de James Webb. Alors elles sont reconstruites, parce que c'est pas un appareil photo, c'est des choses, mais c'est de la photographie scientifique, on va dire. Ouais. Bravo au chat en tout cas. 41 personnes avaient trouvé que c'était effectivement de l'image générée. On enchaîne avec la troisième image. Quand Karl est prêt, Ah, magnifique. On part du côté de la Grèce. Grèce, Croatie, Grèce. Ouais, je pense que c'est plutôt Grèce. Ouais. Côté un peu peut-être Santorin, des choses comme ça. Est-ce que cette image est générée ou naturelle? Très belle côte. Et donc du coup, tu voulais expliquer les images de synthèse Alors, la photographie, c'est même plus que l'image, on parle de photographie, correspond à des critères techniques assez simples. Ça a été produit par un capteur, quel qu'il soit, et donc il y a toute une chaîne de traitement. Alors pour ceux qui connaissent la notion de dématrissage, d'interpolation, et au final on arrive à une notion de pixel, qui est une notion on dirait, d'affichage pour que nos yeux humains voient quelque chose. Bon. Mais si tu veux, la chaîne de production d'une image que nous on appelle naturelle, jusqu'au pixel, elle est connue. Bon. Or, alors dans les images dites de synthèse, type lancer de rayons, on travaille encore il y avait encore cette notion de pixel, d'accord, en vue de produire une image. Voilà. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans les images générées par réseau de neurones, il n'y a même pas la notion de pixel. Il n'y a même pas la notion d'image, en fait. C'est ça que les gens auront du mal à comprendre. C'est que nous, on en fait une image. Et la dernière étape du processus, c'est de faire effectivement des pixels, etc. Mais tout ce qui est avant, dans les X couches du réseau de neurones, il n'y a pas de notion d'image. C'est des 0 et des 1, du coup? Non, en fait, c'est des paramètres qui échappent à ta perception en fait, dans l'image. D'accord. Je te dis, on est sur des millions et des millions de paramètres, quoi. Alors, là, par exemple, là, donc les gens pensent à 61% que c'est naturel. Eh bien, c'est une image générée. Alors, pour information, cette image-là, il me semble, si Renaud était là, il pourrait me convenir, peut-être qu'il a dit, je sais plus. C'est lui qui l'a produite. Mais il l'a produite, mais je pense qu'il a mis une image, il a donné une image réelle à Midjourney pour s'en inspirer. Je crois que c'est ça. Il peut faire ça, d'accord. Ouais. Il lui a donné une image réelle et donc il s'est. Une image naturelle. Une image naturelle, ouais, c'est ça. Parce que là, ce qui est intéressant, donc nous, on voit ce qui nous paraît être de l'océan. Le réseau de neurones qui a généré ça, il faut bien comprendre, il a dans le micro. Pardon, je tape partout en plus. Et le réseau de neurones qui a fait ça n'a aucune idée de ce que c'est que l'océan. Il faut dire que ça, c'est un point important. On a l'impression, parce qu'on a dit à Midjourney, fais-moi une image de la côte, etc., au bord de l'eau, la Grèce. Non, c'est juste qu'on a mis des étiquettes pour envoyer à des paramètres particuliers. Mais en fait, le réseau de neurones, il n'a pas. Parce que moi, je vois arriver gros comme une maison. La prochaine étape, c'est qu'on va nous parler de conscience.
Ah oui, bon, et l'étape encore d'après, ça va être est-ce que les réseaux neurones ont des droits particuliers? Est-ce qu'ils ont le droit de voter? Je pense qu'on en est loin encore quand même de ça. Ouais, mais la singularité. Je me méfie la fameuse. quand même. La prochaine. Traîner de la mer est paranormal. Donc là, tout le monde, beaucoup de gens se sont fait un peu avoir avec celle-là parce qu'elle celle-là, elle est réussie. Mais en même temps, est-ce que les numériques enverraient en Grèce des photographes faire des tests? Désolé, j'insiste, mais en quoi une image générée n'est pas naturelle? Elle n'est pas réelle, ok, mais elle fait partie d'une image naturelle. Alors, réponse à ça. C'est des choix à un moment donné. C'est des termes. C'est des termes. Ouais. Quand on dit naturel, nous, ça veut dire qu'en fait, il y a eu un processus de prise de vue. Voilà, ça va peut-être parler. Il y a un processus de prise de vue. Ouais. Il n'y a aucun processus de prise de vue. Voilà, c'est ça. On enchaîne. Quatrième image. Tu peux laisser l'écran. De toute façon, ils apparaissent pas à l'image quand tu. On enchaîne avec cette photo. Enfin, cette image, en tout cas. Cette image. Mais c'est vrai que la précédente, je regarde un peu les commentaires en attendant. Mon cerveau fonctionne un peu comme ça. Très sur la mer paraît anormal. Alors ça là je sais pas moi. Je l'ai pas vu avant. Donc le sondage il est parti. Ouais. N'oubliez pas de voter. Oula. Dans le sondage. Pour l'instant il y a une seule personne qui a voté. Tu vois maintenant les gens ont commencé peut-être à un peu. Ils ont peur, ils veulent pas se tromper. Bon il faut se lancer. Au moins c'est pas comme un quiz, on sait pas. C'est un sondage. Parce que quand on fait souvent on fait des quiz et à la fin on a un classement. Là il y aura pas de classement du coup, mais quand il y a un classement on sait qui a mal répondu et qui a bien répondu. Alors on se dirige plutôt vers du naturel, mais le généré remonte un petit peu. Non, ça a 81% sur du naturel. Oui, alors, parce qu'en fait, j'ai des amis qui regardent l'émission aujourd'hui, et je reçois aussi des chats sur ma montre directement. Et on fait la remarque, en fait, quand on parle de naturel, parce que aujourd'hui, on fait des photographies avec nos téléphones portables, mais il y a eu tout un processus qui est parti de la chambre, qu'on appelle l'image plénoptique, des choses comme ça. Donc en fait, ça correspond aussi, alors ça correspond à une réalité technique, mais ça correspond aussi à un processus dans le temps qui fait qu'on est parti d'objets technologiques d'il y a plusieurs dizaines d'années pour le coup, et on arrive aujourd'hui à nos appareils photographiques. Voilà. Ouais. Cette notion aussi, dans le mot naturel, il y a aussi cette notion d'évolution de la technique. Alors que là, avec Midjourney, il n'y a pas du tout cette notion. Oui, c'est sûr. D'accord. Effectivement, naturel, c'est une image naturelle prise par, je crois que c'est Guillaume celle-ci. Guillaume Humil d'Angendre, donc notre autre journaliste photo. Voilà, une très belle photo d'ailleurs, au demeurant. Donc on va enchaîner, je regarde un petit peu, j'ai un réseau de neurones dans mon crâne, effectivement. On enchaîne avec l'image suivante. Pareil, vous avez une minute. Je sais pas, on peut réduire un peu ou pas le temps des sondages? Non, c'est une minute minimum. Ok. Dites-nous si vous pensez que cette image est naturelle ou générée. Bon, déjà, c'est pas à Paris, a priori. Effectivement, ça ressemble pas vraiment à Paris. On part sur du généré selon le chat pour le moment. Tu demandes à n'importe qui de deviner en 2 secondes, 100% diront naturel, tu peux dire que c'est généré si tu prends assez de temps pour chercher des erreurs de lien. Oui, c'est sûr, non mais effectivement, hein, Papayou, tu as raison. Souvent, il suffit de se concentrer un petit peu et tu vois les choses qui vont pas. Et en 2 secondes, tu peux, comme c'est toi-même qui disais tout à l'heure, effectivement, tu es sur Twitter, tu navigues, tu vois l'image, tu te dis ok, c'est bon. Alors, il y a une notion qui est associée à ça. Je peux en parler ou pas? Tu vas attendre la fin. Alors, là, le sondage va se terminer. Bon, effectivement, le sondage va se terminer. Vous êtes à 92%. C'est généré. Vous avez reconnu que c'était effectivement une image générée. Comme vous dites, le mobilier déjà pose quelques problèmes. Regardez. On va avoir du mal à s'asseoir, non? Ouais, regardez l'espèce de table qui est posée sur 2 tabourets. Enfin, c'est très bizarre. Par contre, ce que je retiens au-delà de l'erreur, c'est que tu vois tout l'arrière-plan, les notions de réflexion, d'humidité, de pluie, ça c'est quand même, je trouve, bien rendu, quoi. Ouais, c'est sûr. Après on a un arbre un peu bizarre au fond qui fait presque dessiné. On n'est pas à Paris. Qui fait non mais rien, il fait presque dessiné, il a des branches bizarres. C'est une espèce de bananier ou je sais pas trop quoi. Ouais. Mais bon, bravo au chat, on enchaîne, image suivante. Est-ce que cette image est générée ou naturelle? Voiture ultra plate, effectivement. Effectivement, sur l'image précédente. En fait, moi, quand je l'ai vu la première fois, l'image précédente, je m'étais dit, ah oui, c'est plutôt bien fait. Celle-ci, je l'ai prise sur Reddit. C'est sur le subreddit de Midjourney. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, il y a une notion qu'on définit, ce qu'on appelle la science. C'est-à-dire qu'on ne voit, en fait, personne. Déjà, moi, je sais pas ce que tu as vu. Tu vois cette photographie-là. Je sais pas ce que tu vois en réalité. On fait tous la supposition qu'on voit tous la même chose, mais en réalité, on n'en sait rien. Ça, c'est de la philosophie. C'est Kant, ça. Alors, je me souviens de mes cours de philosophie avec ça. Alors, ça a même été démontré. Il y a une discipline qui s'appelle la sémiologie qui étudie tout ça, qui a démontré que on voit pas la même chose. Ouais. C'est lié à ta culture, à ton état mental aujourd'hui, etc. Aux yeux, tout simplement. Oui, et puis t'as vu, tout simplement. Voilà. Donc,
Et donc on sait que, indépendamment de ça, quand on voit une image, en fait, on en fait une représentation mentale très rapide parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Demain, je te mets une vue sur une planète complètement étrange, là, tu vas prendre plus de temps pour comprendre ce que tu vois. Sûr. Donc là, en fait, il y a des éléments qui sont saillants pour nous. Donc on reconnaît rapidement une forme humaine, des choses comme ça. Et très rapidement, sinon, tu t'imagines, dans la vie de tous les jours, on passerait son temps à s'arrêter. Qu'est-ce que c'est ? C'est un ventilateur. Toi, on passerait notre temps. Donc en fait, le cerveau récupère des éléments de saillance, quand on dit saillant, qui dépasse en fait. Voilà. Et à partir de là, tu te fais ta représentation. C'est ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu demandes en fait à ton auditoire de faire un effort qui d'habitude on ne fait pas, parce que comme tu dis, on parcourt Twitter, les articles, tout ça, et c'est là qu'il y a éventuellement tromperie, c'est que les gens ne le détecteront pas parce que les éléments saillants sont bons. Et ça, par contre, les gens qui font de l'image générée, ils ont compris ça. T'as pas nécessairement besoin d'être bon sur tout, même si ça va arriver. Les éléments saillants, s'ils sont suffisamment précis et bien placés, dans une lecture rapide, ça va passer. Et c'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un dire ah merde la bosse. J'ai répondu avant de voir la bosse dans le dos. C'est une image naturelle. Vous avez bien répondu. Et naturel. Le coude qui dépasse au-dessus des cheveux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on commence à voir des trucs qui en fait sont des vrais, pas des défauts, mais genre effectivement le coude qui dépasse au-dessus de la tête, c'est vraiment son coude en fait. La bosse est réelle. Effectivement, la bosse est réelle. C'est un pli du vêtement. C'est une illusion d'optique, tout simplement. Il y a peu d'infos, peut-être le reflet dans les lunettes. Non, mais c'était vraiment bien une bonne image. Donc vous avez deviné, je crois que c'était à 64%. C'était un peu plus discuté, mais vous avez bien deviné. Bravo le chat. On enchaîne. Il en reste encore quelques-unes avec cette photo dans un parc. Je pense que là, ça va aller vite, non ? Ça va être assez tranché. On va voir ça. Est-ce que cette photo est naturelle ou générée ? Be more French. L'IA n'a pas encore ce niveau de détail. Le coude qui dépasse au-dessus de ses cheveux. Ouais. Alors évidemment, ce sont des images qui peuvent être naturelles ou générées. Quand elles sont naturelles, elles peuvent être, ceci dit, retouchées. Évidemment. Absolument. Elles peuvent avoir été fortement éditées. Si vous lisez les tests de photos des numériques, vous verrez qu'en général, on vous met des images prises avec l'appareil photo sans retouche et avec retouche pour que vous voyez un peu de quoi l'appareil ou l'objectif est capable. Donc là, il y a une petite tendance qui se dessine. Ouais. Il y a une tendance, c'est assez serré quand même. Hein. C'est assez serré, mais c'est généré qui va l'emporter. Eh bien, alors, toi, t'en penses quoi ? Moi, comme ça, j'aurais dit généré. Eh bien, c'est une image naturelle. Ah, bravo. C'est une image naturelle avec prise une par... Alors, une édition. Ah oui, qui a été beaucoup retouchée. Hein, je pense que notamment... j'arrive plus à trouver le mot, l'exposition, etc. a dû être rehaussée. On voit que les couleurs sont très... Il y a un petit effet de calque sur la fumée. Saturées. Il y a un effet de calque sur la fumée parce qu'en fait, l'éclairage ne faisait pas naturel. C'est peut-être pour ça que ça a induit en erreur. Et c'est vrai qu'aussi, on a l'impression un peu que les gens en font. Les gens en arrière-plan ils sont un peu déformés. Donc on pourrait se dire c'est quelque chose que fait beaucoup Midjourney. Oui, parce qu'en fait, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de mode. Ouais. Moi, alors je me permets d'un petit truc personnel, je supporte plus tous les reportages qu'on voit actuellement à la télé où les gars ils filment avec des optiques photographiques qui font de la photo en vidéo. Bon, c'est insupportable. Avec, avec des changements de mise au point. C'est vraiment raté en général. Pendant que je lance l'image suivante. Voilà, donc un joli petit oiseau. Et donc les photographies qui ont servi pour les réseaux de neurones, en fait, elles sont basées sur cette mode. Donc ils pensent que c'est super bien d'avoir du bokeh partout, alors que non, pas nécessairement. C'est un choix. Et donc c'est pour ça qu'en fait beaucoup d'images générées aujourd'hui ont un bokeh extrême comme ça. Ouais. Et en plus d'ailleurs, il faut savoir que on va y revenir tout à l'heure parce que Renaud a fait un article dessus, mais Renaud, quand il fait ses demandes du coup à ChatGPT, il indique l'appareil photo, il indique l'optique. Il fait le contraire, objectif très fermé avec beaucoup de détails. À l'arrière, tu verras que ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas, tu penses En fait, c'est là que plus tu indiques l'ouverture effectivement aussi. Mais plus tu demandes au réseau de neurones de générer de l'information au premier plan, milieu et arrière-plan cohérente, plus ça va être compliqué. Ouais. Donc c'est beaucoup plus simple de dire un premier plan parfait et net. Après, tu fais du flou. De toute façon, c'est du flou. Voilà. C'est pour ça que ça marche mieux et que les gens l'ont repéré. Mais essaye de faire une vue complète à, je sais pas, F11 ou F16, tu vas voir que tu vas être surpris. Ouais, c'est sûr. Donc magnifique petit oiseau, ça là c'est pareil, si tu veux on pourra l'analyser tout à l'heure en détail. Effectivement, puisque... dis pas ça, parce que quand tu dis qu'on peut l'analyser, c'est qu'elle est générée. C'est pas faux. Mais les gens ont trouvé effectivement qu'elle était générée. Mais vous savez, c'est drôle parce que cette image ressemble énormément à une photo prise par Louis
avec le Hasselblad X2C, je sais combien, que j'adore. Non, celui qui est tout récent là, qui est sorti juste là. Je l'ai, X2D sans C. C'est celui-là, tu l'as? Oui, je l'ai. Ouais. Il est sorti en septembre. Hein. D'accord. Je suis allé aux États-Unis avec. Très cher. Et donc, il a pris une photo qui est très similaire à ça et où tu peux zoomer dans l'image et c'est incroyable la qualité de l'image, quoi. Un commentaire sur ce genre d'image et celle qu'on a vue avant. Il faut savoir que tout ça, c'est ce qu'on appelle des images à contenu informationnel nul ou quasi nul. Si tu sais pas, si t'es pas spécialisé des oiseaux, etc., ça peut être pris n'importe où dans le monde déjà. Oui. Tu sais même pas sur quel type d'arbre il est, etc. Et bon. Donc, il faut aussi comprendre qu'actuellement, les systèmes de génération font des images à des contenus informationnels faibles. Essaye de demander à reproduire une vraie réunion du G7, du G20, une scène d'action, une scène de combat en Ukraine, tu vas avoir des difficultés. Tu auras potentiellement, oui, alors tu demandes un char dans une rue, tu vas l'avoir. C'est toi qui vas dire que c'est en Ukraine. Mais ce sont des informations à contenu informationnel relativement faible, voire quasi nul. Ça marche bien. Et justement, ça me fait une transition parfaite avec l'image suivante. Donc, on a vu les réponses sur celle-là. Ouais, celle-ci, évidemment, c'était une image générée. Moi, je le savais, mais les gens l'avaient détecté. Ouais, les gens avaient trouvé généré. Celle-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Très joli. Et donc ça illustre aussi ce genre d'image, ça illustre aussi ce que tu disais tout à l'heure sur l'absence de légende, qui du coup... Ça c'est un point important, parce que dans le langage courant, on mélange photographie, image, on le fait tous. Hein. Bon. Il faut savoir que c'est pas la même chose, sinon on n'aurait pas des mots, on aurait les mêmes mots. Alors, une photographie, d'un point de vue très formel et scientifique, c'est une image accompagnée d'une légende. S'il n'y a pas de légende, ce n'est qu'une image. Donc là, on est bien, on ne parle pas de photographie, on parle bien d'image. Bon. Et nous, en termes de falsification, la première attaque, il suffit de changer la légende, hein, c'est plus simple. La photo, cette petite Ukrainienne, c'était en Ukraine ou c'était par exemple après le tremblement de terre en Turquie? On ne sait le pas. Contenu informationnel est quasi nul. Hein, et voilà. Donc l'oiseau, c'était effectivement généré. Ouais. Là, il y a une tendance quand même. Il y a une tendance vers le généré. 41% quand même de personnes. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que même si c'est l'un, tu as quand même une part non négligeable des gens qui pensent que c'est l'autre quand même. Et effectivement, c'est une image générée. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec ses doigts? Quelqu'un a dit elle a que 4 doigts. Après, on voit pas son pouce, donc effectivement, elle a 4 doigts sans le pouce. Mais le pouce, on voit pas. Enfin, non, cette image, elle est plutôt. On va la voir tout à l'heure. On pourra la montrer. Mais du coup, donc effectivement, image générée. Je sais plus combien il en reste, mais on va enchaîner avec cette image. Justement, on reste dans les conflits. Pardon, Karl n'était pas prêt. C'est bon. Il n'a pas lancé le sondage. Donc on reste dans les conflits, effectivement. Super intéressant de rentrer autant dans le détail théorique, nous dit Dadou. Eh bien, avec plaisir, ça nous fait plaisir aussi, c'est effectivement très intéressant. Et moi, Nico qui nous dit règle numéro 1, je ne connais pas la source, je ne partage pas. Règle numéro 2, je vérifie si l'image est réutilisée grâce à Google Lens dessus. Effectivement, alors après, il y a plein de techniques aussi qui sont très simples pour détecter. Déjà, la réutilisation, c'est un point important. Il y a donc vous pouvez faire de la recherche inversée aussi avec Google, vous pouvez faire de la recherche inversée avec un outil qui s'appelle Tinai. Il y a l'AFP qui a développé un outil aussi, auquel on avait participé à l'époque. C'est un gros projet européen qui permet de savoir. Même les vidéos, ça marche. En fait, il extrait ce qu'on appelle les images clés des vidéos. Il regarde si ça a été. Et on en a trouvé plein. À l'époque de la guerre en Syrie, des images qui venaient d'Irak qui étaient réutilisées et réciproquement. Ça, c'est un grand classique. Et là, on ne parle même pas de technique. C'est juste que tu changes la légende. Donc, ta photographie a changé. Ouais. Voilà. Bon, effectivement, image naturelle pour celle-ci. Volodymyr Zelensky sur le front ukrainien. Bon, celle-ci, elle était assez... Il y a le grain déjà qui joue beaucoup, je trouve, de la photo. Il y a l'étagement des plans qui fait très naturel. Ouais, c'est ça. Tu vois que les personnages derrière, ils sont pas dans un flou extrême. Potentiellement, ils ont des têtes normales. Voilà, celle-ci ensuite. Ah, elle travaille au numérique, elle, non, je crois. Est-ce que cette image donc est générée ou naturelle? Les portraits, c'est toujours le plus compliqué, je trouve, à détecter. Est-ce que, oui, parce qu'en fait, parce que c'est ce qu'il a le plus, je pense aussi. Oui, parce que c'est là où les usages historiquement sont arrivés au début, et qu'en fait, ces techniques ont commencé par tout ce qui a été détection des visages, reconnaissance faciale, exploitation du visage en fait. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, le visage fait identité. Donc technologiquement, on a cherché à exploiter la représentation du visage en élément d'identité. Voilà. On travaille beaucoup dessus avec différents organismes gouvernementaux, et historiquement, on a commencé par ça. Donc du coup, je suspecte et je suppose que les gens qui travaillent sur l'image générée
et beaucoup alimenter les réseaux de neurones par des échantillons de visages de personnes. Puis nous, humainement, on préfère voir ça, des êtres humains que des oiseaux perdus, tu vois. Que, voilà. Là, on est à combien ? Bravo le chat, effectivement, c'est génial. 60-40, hein, c'est toujours, ça reste relativement serré, mais elle est très belle cette image. Tu vois. Elle est très belle, mais alors est-ce que tu vois, c'est pareil, là le grain fait que tu peux te dire, ça fait presque dessiner en fait, d'une certaine manière. Monigo nous dit d'ailleurs attention avec les applis analysant si l'image est générée ou non, des artistes sont vus accusés d'utiliser l'IA alors que c'était justement des aspirateurs d'illustration qui avaient volé leur galerie et imitent leur style. Attention, effectivement. En tout cas, celle-ci était effectivement générée, mais là c'est quand même assez bluffant, je trouve. Notamment le flou est très réussi, je trouve, pour le coup derrière. Mais il est extrême une fois de plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Un peu de gastronomie maintenant, en attendant que vous répondiez à cette à celle-ci. Non, il reste encore. Non, c'est l'heure de ah oui, j'ai super faim. Je regarde un peu ce qui s'est dit. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou non déjà, mais est-ce possible d'utiliser la partie discriminante des GAN pour justement détecter les images générées ? Je ne sais pas ce que c'est que les GAN. Non. Qu'est-ce qu'on appelle les GAN ? Non, alors les GAN sont faits pour faire de la génération. La détection passera par d'autres architectures. Alors les plus connues aujourd'hui, c'est SteelGAN 1, enfin 2 et 3. Ouais. C'est vraiment de la génération. Bon, après, je ne suis pas devin, peut-être que dans le futur, mais là, nous, par exemple, les architectures qui nous permettront de faire du contrôle ne sont pas basées sur les GAN. Okay. Il y a d'autres choses qui marchent mieux pour ça. Bon, là, vous n'êtes pas dupe de toute évidence. On est sur du 98%, il n'y a pas beaucoup de doutes. Je remarque que quand c'est sûr, il y a beaucoup plus de gens qui répondent. Bizarrement. Alors là, c'est quoi les indices qui ont fait apparemment, alors effectivement, le pied du verre à droite qui fait un peu n'importe quoi. Le pied le manche du couteau aussi est assez étrange. Oui. Les perspectives sont folles. Voilà, l'avant de la tablette, elle n'est pas dans la même perspective que l'arrière de la tablette. Il y a une espèce de truc bizarre au premier plan, là, tout en bas à gauche de l'image. Mais tu passes ça en image d'illustration. Oui, ça passe. Un article sur les nouveaux vins dans le Beaujolais, ça passe. Sans problème. Ça, c'est récupéré sur DALL-E, du coup, sur le subreddit de DALL-E. Donc c'est pas Midjourney, c'est DALL-E. Personnellement, ça me choque pas de dire on a fait ça en image d'illustration pour un article sur le vin ou une région de France. Bon. La texture du fromage, effectivement. On enchaîne avec toujours de la gastronomie. Donc là, on est sur de la pizza. C'est vraiment compliqué là, ce jeu, parce que je pense que Karl lui-même est en train de souffrir en régie, parce qu'il a très faim également. Que pensez-vous de cette pizza avec c'est quoi ? C'est du basilic dessus ? Ouais, basilic et mozzarella fondu. Ouais. Alors du coup, GAN, c'était Generative Advertising Network. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu entraînes deux réseaux qui sont en concurrence. Le premier produit des images en essayant de tromper le second réseau qui doit dire si l'image est générée ou non. Ok, moi je ne connaissais absolument pas ce terme. Merci beaucoup du gommier. Les Français ne sont pas dupes quand il s'agit de vin et de fromage. Alors, est-ce que les Italiens vont trouver celle-ci ? Ça a l'air réel. En tout cas, ça donne faim. Il nous dit THXWXRST Guy qui nous fait pas du tout de cadeau sur son pseudo. Très difficile à prononcer. Je crois qu'il en reste une après, peut-être une ou deux. Parce qu'après, il faut quand même qu'on montre Tungsten. Oui, on va remontrer. Donc là, on est sur du naturel à 58%. Naturel à 58%, eh bien, c'est une image générée. Absolument. Par Midjourney, par notre ami Renaud. Et moi-même, j'ai été surpris parce que j'ai vu le prompt et en fait, il a bien mis de mettre du basilic frais. Ah oui. Ouais, j'ai vu la. Alors, il faut savoir aussi que Renaud, en petit malin, enfin grand malin parce qu'il est très grand, a utilisé des prompts générés pour la plupart par ChatGPT. Ouais. Il a demandé à ChatGPT, fais-moi des prompts pour Midjourney qui fassent des photos, des images photoréalistes. Ça a bien marché. Et ça a marché très bien. Donc effectivement, cette pizza-là, elle était générée. Renaud, comme ça, l'air de rien, il commence à contourner les usages. Ouais. Donc ça veut dire que les gens s'approprient les choses. Bon, tant mieux. Hein. On enchaîne. Dernière. Je sais plus si c'est soit la dernière soit l'avant-dernière. Est-ce que cette photo est naturelle ou générée ? On retourne sur des gens. Facile, nous dit Lordibus. Bonjour Plony, tu arrives en plein milieu à la fin de notre petit jeu. On est en train de... Alors moi, on est en train de faire un petit jeu pour voir est-ce que les images sont générées ou naturelles. Voilà. Donc joins-toi à nous. Oui. Oui, moi qui fais la photographie, j'ai une certaine passion pour les bokeh extrêmes. Et pareil, je dois reconnaître qu'il y a eu un gros travail, parce que c'est la mode aussi, mais je dois reconnaître que Midjourney arrive à générer des bokeh assez... alors c'est toujours les mêmes,
mais assez, réaliste et crédible. Ouais, tout à fait. Surtout qu'en plus, comme tu peux lui indiquer effectivement l'optique, l'ouverture, même la marque de l'optique, tu peux lui dire. Mais ça, il faudrait réessayer parce que là, est-ce qu'ils auront traîné toutes les optiques possibles et imaginables? Je suis pas certain là. Alors c'est très amusant que vous disiez tous générés parce que c'est une photo naturelle. C'est une photo naturelle prise par encore Louis ou Guillaume, je ne sais plus. Mais non, la main n'a aucun problème. La main va très bien. Et en fait, c'est vrai que maintenant on fait une fixette notamment sur les mains. Exactement, voilà. Et en fait, on va se rendre compte que sur plein de photos, la main est prise sur un, et ça, c'est quelque chose sur un côté un peu étrange. Qui nous irrite un peu, c'est tous les articles qu'on a vus, apprenez à la maison à détecter des images générées. En fait, ils ont fait des fixettes sur des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et en photo, tu peux avoir des espèces d'illusions d'optique, avoir l'impression que, et en fait, non. Donc, je suis content de vous avoir trompé avec cette image. Et donc, non, c'était la dernière image. Donc, bravo au chat. Quand même, globalement, vous avez quand même trouvé plutôt souvent les résultats. Donc, bravo à vous. On va enchaîner rapidement parce que du coup, j'avais d'autres trucs à montrer, mais sur cet article peut-être rapidement. Donc, justement, sur Renault qui vous explique comment utiliser Midjourney. Alors, le problème étant que maintenant, Midjourney, c'est devenu de nouveau payant. Mais il vous explique justement comment faire des prompts réalistes. Vous voyez, donc il a fait ce genre d'images. Je les ai pas toutes mises, mais il y a d'autres exemples. Et vous avez ça. Vous pouvez donc, comme on expliquait, définir le matériel photo en particulier. Vous avez cette image par exemple qui est assez bluffante. Il a mis le mode Polaroid là. En fait, il a mis format Polaroid. Alors ce qui est intéressant, c'est quand tu partiras en vacances et que tu auras un séjour complètement pourri, pluvieux, etc. En rentrant, tu pourras quand même générer tes images sous le soleil. Mais après, comme tu disais, ça existait déjà. Il y a des gens qui se raffichaient leurs photos de vacances pour faire croire à des choses, alors que pas du tout. Donc voilà, je vous invite à acheter un œil du coup à cet article. On va passer assez vite parce que j'aimerais bien quand même qu'on montre Tungsten. Vous voyez la photo ici. Qu'est-ce qu'on avait? Vous avez plusieurs médias qui ont fait des petits articles pour expliquer. Ouais, mais vous pensez bien que les gens qui travaillent sur Midjourney, le coup des doigts et compagnie. Ils sont pas idiots, ils vont le corriger. Ouais, donc, les mains bizarres sur la fameuse photo. Ça va rapidement avoir des limites, tout ça. J'ai découvert cette photo de Macron qui bouge de la boue, c'est immonde. Mais bon, là, on voit vraiment, c'est assez flagrant. Il y a plein de choses qui vont pas. Enfin, ce qui va. Déjà, la scène. Oui, déjà la scène, effectivement. Elle a quand même, elle était très peu probable quand même. Voilà, donc une anatomie aberrante, des textes dénués de sens. Là, le texte. Voilà. Souvent, il y a du n'importe quoi écrit sur les panneaux. Pourquoi, alors justement, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, pourquoi, à ton avis, le texte pose problème? Parce que le texte, il est porteur de sens. Oui. Et en fait, si on lui indique pas aussi, je pense. C'est ça. Et là, le sens, comment est-ce qu'on le fait nous? On le fait par rapport au contexte. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses à apprendre à des réseaux de neurones pour qu'ils génèrent du texte. On sait faire, on a vu, voilà. Mais alors peut-être. La fameuse extinction de fin d'émission. À chaque fois, on a une lampe qui s'éteint à la fin de l'émission, c'est pas grave. Voilà, juste rapidement, on a également l'AFP qui a fait un petit fact-check sur cette image qui était donc une image générée. Voilà, vous avez cet article aussi qui est très très bien sur comment retrouver des indices sur les images générées. Et donc justement, puisqu'on parle de l'AFP, ça nous fait une transition parfaite pour parler de Tungsten, puisque donc on rappelle, donc Roger travaille pour une entreprise qui s'appelle Exomachina, qui développe donc un logiciel qui s'appelle Tungsten, qui permet de reconnaître des images à l'aide de traitements mathématiques. Et qui travaille, juste pour finir, qui travaille avec donc, l'AFP, avec le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des universités aux États-Unis, donc la Commission européenne. Pas n'importe qui, le monsieur qu'on a avec nous aujourd'hui. Et donc attends, je vais te passer ça. Oui. Est-ce que j'ai le droit de déplacer le micro ou pas? Oui, doucement. Voilà, et oui, ça fait pas de bruit. Je le déplace. Hop. Ça, on va le brancher ici. Et donc il va nous montrer un peu comment ça se passe quand on passe une image dans Tungsten et pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Alors vraiment, ça a dû réduire un peu ton écran. Ça marche de ton côté, Karl? Moi, je suis bon. Alors il faudrait dupliquer l'affichage. Parce que là, j'ai juste un fond d'écran. Ok. Ça doit être dans Moniteur, si je dis pas de bêtises. J'ai vu une interview de Macron générée par IA. Il répondait à une interview dans Pif Gadget pour Animation Monigo. Ce n'était pas une interview générée, malheureusement. C'est bon. J'étais un grand fan gamin, un grand lecteur de Pif Gadget. C'est plus la même chose aujourd'hui, Pif Gadget. Non, parce que déjà il n'y a plus le gadget, je crois. Ouais, et puis c'était communiste à la base, ce truc-là. Alors personne ne le savait. Très peu de gens le savaient. Alors que là, c'est Frédéric Lefebvre. Moi, de mémoire, mes parents étaient instituteurs, tout ça.
il n'y avait pas de propagande ou de prosélytisme d'une façon ou d'une autre dans Puy Gadget. Ou alors il y en avait c'était juste. Non, c'était vraiment fait pour que les enfants puissent acheter ça. Enfin bon, bref. Non, ouais, tu peux montrer du coup ce qui se passe à l'écran. On a le temps de revenir il est. J'ai beaucoup trop parlé. Il est 15. On peut dépasser un peu de toute façon. Là-dessus, on a faim. Donc là, je sais pas si mon écran est à. Et ça va afficher à l'écran de toute façon quand je veux bien que tu mettes en plein écran. Ouais. Ah. Taille réelle. T'as pas un truc de. Parce que je connais pas les trucs d'Apple. Attends. Tu dois avoir un truc pour le projeter. Ah non, c'est que là, c'est attends. Non, si, là, c'est sur le bouton vert. Là. Ouais. Je fais pas comme ça. Voilà. C'est bon pour toi, Kim ? Donc, voilà. En fait, attention, là, on rentre dans une présentation. Donc, c'est très simple. Le début de nos travaux, c'est 2010. Pareil, je vais reprendre un terme un peu bateau, avec l'avènement des outils, blablabla, etc., Photoshop. Donc, et puis le Internet, tout ça, un flux important de photographies, d'images, comme on veut, de partout sur Terre, et qui posait des problèmes. Nous, celle qui nous a fait le plus connaître à l'époque, c'était quand Ben Laden a été neutralisé par les Américains. Ouais. Il y a eu une image trafiquée qui est apparue le matin très tôt. On a travaillé avec le ministère de la Défense et l'AFP sur le sujet. Oui, l'image de Ben Laden charcutée. Exactement, tout à fait. Bon, qui était un pauvre montage, qui déjà, en plus qui avait circulé 2 ans avant déjà, donc qui était réussi. Bon, bref. Et donc, le logiciel qu'on développe est un logiciel d'analyse. D'accord ? Au départ, il ne cherche pas spécifiquement un type de trucage ou un autre. Il cherche à te montrer tout ce qu'il y a dans le fichier image. Et ce que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'en fait, nous, on n'analyse pas des photographies, on analyse des fichiers qui codent à l'intérieur, qui incluent une image. D'accord ? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fichier, il est plein d'informations. Ouais. Et que la notion de pixel, comme je disais tout à l'heure, c'est fait pour nos yeux, mais la machine, elle peut parfaitement s'en passer. Ouais. Et donc, nous, les maths qu'on fait dessus sont en fait plus dans la structure du codage de l'image, plus qu'en fait les pixels. On en fait un petit peu, voilà. Alors, juste un tout petit historique rapidement. Régulièrement et depuis donc plus de 10 ans, donc 13 ans, on est confronté à des photographies plus ou moins célèbres comme celle-là, donc qui s'appelle Situation Room, qui est une photographie officielle de la Maison Blanche, le jour où justement les Américains ont attaqué la maison au Pakistan de Ben Laden et ont neutralisé Ben Laden. Bon, alors cette image, elle a été diffusée partout. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, on se rend compte qu'elle est très fortement post-produite, éditée comme tu veux. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler de trucage, de manipulation ? Ça, chacun décidera à son niveau. Mais selon des critères d'agence de presse type l'AFP ou d'autres, la question va se poser. Ouais. D'accord ? Parce qu'on a une mise en scène, non pas une mise en scène type théâtre où les gens n'étaient pas là ou là, on a quand même une post-production qui confine à la mise en scène. Ouais. En fait, en l'occurrence, ici, tout a été fait pour que Hillary Clinton devienne le centre de l'image. Alors qu'on avait quand même, je vous le remonte rapidement, on avait quand même le président Obama qui était là, assis dans son petit coin. Et on a Joe Biden à gauche. Voilà. Joe Biden. Donc, les décorations du militaire ici ont été un petit peu augmentées. Tout le personnage d'Hillary Clinton a été, alors quand je dis augmenté, netteté, contraste, lucidité, voilà. Le président Obama, je pense que le contour de son visage était trop sombre, il a été débouché, comme on dit. Et puis sur la cravate qui est ici, il y a un badge qui a été enlevé. Ouais. D'accord. Alors comment je sais qu'il y a un badge ? Parce qu'en fait, on retrouve, alors pas avec ce filtre-là, mais on voit bien la forme rectangle en fait, du badge qui a été enlevé. Voilà. Donc ça, c'est différent de vue que le logiciel produit. Et en fait, nous, on se base là-dessus pour faire nos analyses. D'accord. Je peux sortir du fichier et revenir après, Carl, tu peux, c'est pour aller plus vite, tout simplement. Ouais. Alors bon, ça c'est un petit peu le côté un peu sympa ou rigolo du truc, mais dans des cas beaucoup plus intéressants, voilà. Ce type de photographie, qui est un cas un peu d'école, voilà, on a 2 avions, alors c'est des F-18 de l'armée de l'air suisse, pour ceux qui reconnaissent. La question, c'est qu'est-ce qu'on en a 2 ? Est-ce qu'il y en a 2 ou est-ce qu'il y en a 3 ? Parce que du coup, il y avait une image à la base qui montrait 3 avions, c'est ça ? Alors, ou 2. Ok. Voilà, donc soit on en a ajouté un, soit on en a supprimé un. Quel intérêt quand j'ai une image d'avion Alors moi j'ai plein d'images qui viennent de Corée du Nord, où on voit des parades militaires. Ah, Corée du Nord je comprends. Non mais là, comme je dis, c'est un cas d'école, d'accord ? C'est pour les besoins de la démonstration. Mais c'est un cas qu'on rencontre souvent, où tu as des parades militaires, et alors d'objets, enfin de véhicules terrestres comme aériens, on ne sait pas, en réalité potentiellement on ne sait pas combien il y en a. Bon. Grossir le nombre quoi. Exactement. Ouais. Là, avec des moyens dits classiques du logiciel, on arrivera à le trouver, mais des fois c'est trop difficile, et en fait on va contourner la difficulté. Et comme vous le voyez, alors c'est une sortie du logiciel, c'est un des filtres.
derrière les avions, vous voyez des lignes qui apparaissent de façon conique. Ce sont les traînées laissées par les réacteurs en fonction. En fonctionnement, d'accord. Donc c'est tout simplement les gaz chauds qui sont éjectés et qui laissent ces turbulences. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez prendre tous les loops que vous voulez, vous ne trouverez pas cette information à la surface de l'image. Elle est strictement invisible, d'accord. C'est fou d'ailleurs qu'on elle n'est pas codée dans les pixels. C'est fou qu'on voit c'est quoi, c'est la déformation c'est la déformation de l'air par les gaz chauds qui sortent des réacteurs. D'accord. Et donc si j'en fais une petite vue d'artiste sur la deuxième image, on voit, alors ça marche pas au diesel, bien évidemment, c'est au kérosène, mais on voit en fait qu'il y a deux avions où les réacteurs sont en marche, et le troisième, on ne détecte rien. Alors, c'est pas une preuve finale, mais en tout cas, c'est un indice très fort que soit l'avion est en train de planer, mais il y a un problème. Alors, ça paraît un petit peu bébête, mais appliqué à un cas tout à fait réel. Il y a déjà quelques années, en 2008, alors on n'avait pas tous ces outils-là, donc on a réinterprété ces images. En Iran, l'Iran annonce un nouveau type de missile. Alors je crois que c'est du sol-sol ou du solaire, peu importe. Et donc voilà, on a procédé à un tir synchronisé de 4 missiles. Bon. On analyse cette image, et c'était pas nous à l'époque, mais je sais pas si on voit bien les deux carrés rouges là, tu sais, au niveau de la poussière. Il y a des gens qui disent mais non, mais c'est sûr, c'est une image manipulée, trafiquée, fausse. Pourquoi ? Parce que les deux nuages sont exactement aussi similaires. Moi, j'ai envie de dire, il y a certainement plein de cas, des angles de vue. On a vu tout à l'heure d'ailleurs, les doigts soi-disant supposés déformés, selon l'angle de vue, puis c'est une fraction de seconde. Bon, mais pourquoi pas, très bien. Donc nous, on la réanalyse avec nos outils, et effectivement, on démontre deux choses. Alors, tout ce qui est blanc est identique. Donc, on a bien deux zones blanches qui sont les nuages de poussière, qui sont... Mais alors, quand je dis identique, c'est pas à l'œil, c'est mathématiquement identique. D'accord. Et ce que personne n'avait vu, deux missiles aussi. Et tu me diras... Le principe des outils militaires, c'est quand même de se ressembler. Il n'y a rien qui ressemble plus à un missile qu'à un autre missile. Exactement. Bon. Mais si on va plus loin, pour avoir un peu les coulisses en fait, de l'image, c'est que ce que vous voyez apparaître, les lignes qu'on voit apparaître, ce qu'on appelle des isophotes ou des isoclines, c'est la façon dont la lumière se propage dans l'air. Donc instinctivement, tu te doutes bien que le soleil il est sur la droite, et progressivement, la lumière en fait, va en s'affadissant un petit peu vers la gauche. Bon. Et puis tout d'un coup, ici, on voit cette espèce de forme comme si la lumière s'était enroulée sur elle-même. Alors, à moins d'un trou noir ou quelque chose, d'un phénomène physique, tu vois, très très violent. Qui n'a pas été recensé ce jour-là. Qui est très inconnu et que les Iraniens ont découvert comme ça. Et là, il y a un problème. Bon, la petite histoire, c'est qu'en fait, ils ont tiré 4 missiles. Il y en a un qui a explosé à cet endroit-là. Ils l'ont supprimé. Ils ont cloné le 4e à la place du 3e. Et pour cacher leurs méfaits, en fait, ils se sont servis de la poussière soulevée par l'un pour venir la mettre sous l'autre. Voilà. Et ça, on en a eu la preuve plus tard. Alors, bon, rapidement, je finis avec cet exemple-là. On ne s'arrête pas, ce genre d'outils, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas que chercher si c'est vrai ou faux. Faut pas voir. Il y a un film très mauvais qui s'appelle Elle voit des nains partout. Il ne faut pas avoir des images trafiquées partout. D'accord. Il y a des fois, on n'a pas d'explication, c'est tout. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec ce genre d'outils. On peut analyser une photographie du point de vue de la physique. Là, j'ai donc un F-18 Super Hornet qui passe au mur du son. D'accord. Donc, il y a un phénomène quand même assez violent. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on va le mettre en évidence. Tu vois, tu vois l'avant, les lignes qui sont au niveau du nez de l'avion. On voit vraiment l'avion qui rentre en fait dans l'atmosphère. D'accord. Et puis on voit ici à l'arrière, ici une zone beaucoup plus légère en termes de lignes. C'est une zone de basse pression. Et si tu demandes à un spécialiste de l'aérologie, il te dira c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc bon, je vais accélérer. Donc on a plein de filtres qui convergent, qui disent effectivement il se passe quelque chose. Il y a un phénomène physique. Donc nous ça on l'utilise. Je vais sortir on l'utilise dans plein de domaines. Bon, mais je vais revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que là sinon on est parti sur des heures. Non, c'est hyper intéressant. Les gens trouvent que c'est hyper intéressant. Je trouve effectivement c'est hyper intéressant et on peut vraiment dépasser. D'accord, on a un petit peu de temps. Alors, on va montrer deux exemples rapidement. Ça va être assez vite. Nous, on l'utilise par exemple. Je ne sais pas si je suis à l'écran là. Voilà, merci Karl. C'est de la photographie aérienne. D'accord. Alors, des fois, ça sert uniquement d'illustration. Donc là, c'est de l'eau douce qui se jette dans la mer. D'accord. Déjà, vous voyez à côté, l'image en noir et blanc, c'est une sortie du filtre. En fait, on voit que c'est une image satellite. Attention, il n'y a pas de volonté de trucage. C'est juste que là, on va dans les coulisses de l'image. Les lignes que vous voyez, en fait, ce qu'on appelle les coutures du satellite. Un satellite, ça marche par bande. Et après, il assemble ces bandes-là. Donc, les gens les voient. C'est pareil. Cette information n'est pas dans l'image que l'on voit. D'accord. Mais si on fait un traitement, alors on est en fausse couleur, certes, mais vous voyez un phénomène qui est intéressant, c'est l'eau douce qui vient se mélanger à l'eau de mer. Donc l'eau douce, ça va être ce qui est en... En fait, elle part du bleu ici, qui était en haut, tu vois, en amont ici. C'est un estuaire. Donc il y a quand même une remontée, c'est ce qu'on appelle de l'eau saumâtre, en fait. Et en fait, tu vois qu'ici, tu as des poches d'eau douce.
Et là, en fait, tu vois de l'eau, le rose, c'est de l'eau salée. D'accord. Et bien évidemment, l'information n'est pas dans le fichier. D'accord ? C'est un ensemble. On combine plusieurs types d'informations, certaines visuelles, mais très peu, avec la façon dont l'information est codée. Ouais, et ce que les gens doivent comprendre, c'est que une bête photographie faite avec votre téléphone en JPEG, elle contient énormément de données. Ouais. D'accord. Et c'est que quelqu'un parlait tout à l'heure, on parle souvent des métadonnées, mais en fait. Rien à voir. Mais en fait, non. c'est. Les métadonnées, c'est des données textuelles. Ouais. Donc ça s'enlève, ça se change. Non. Et surtout, ça disparaît avec les réseaux sociaux. Ça disparaît, exactement. Les réseaux sociaux et tous les systèmes qui mettent en ligne font exprès d'enlever ces métadonnées, à la fois pour gagner un peu de place et surtout pour anonymer complètement les photographies. Ok. Alors, je crois que tu l'as dit au début, et ça va envoyer quand même sur une réflexion sur ces images générées, sur cette notion d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle la preuve scientifique. Donc, ce qu'on voit dans les séries, les experts, tout ça, mais c'est du quotidien. Donc, en fait, c'est Roger dans les experts. Voilà. En tant qu'expert judiciaire pour la Cour d'appel de Paris, moi, mon rôle, et puis tous mes collègues, on emmène de la preuve scientifique. D'accord ? Et le jour où il y a un procès, la personne qui est mise en cause, on ne peut pas lui opposer une preuve scientifique sans qu'on puisse expliquer comment on a obtenu la preuve. C'est un fondement du droit. Donc, quand tu vas faire de la décision ou des choses générées par réseau de neurones, comment tu vas expliquer, alors qu'on a dit justement que l'explicabilité est très compliquée, comment tu vas expliquer que si monsieur, ce qui vous incrimine a été généré, je vous les guillemets, par une IA, et on n'a aucun moyen de comprendre comment est-ce qu'elle a décidé, comment elle a produit cette réponse. Ça pose d'ores et déjà des problèmes, faut savoir. Il y a des cas de gens, on ne va pas les citer, mais qui ont été mis en cause dans des vidéos. Oui, mais il y a Dieudonné notamment, qui a été condamné en première instance. Qui a accusé une IA d'avoir écrit un truc à sa place. Et qui a dit non, c'est pas moi. Voilà. Et il dit démontrer que c'est pas moi. Ouais. Alors bon, il y a un renversement de la preuve. Bon, après, c'est des débats juridiques. Mais voilà, ça va progressivement un peu polluer le domaine judiciaire. Alors, tout le monde peut. Alors, les gens vont dire non, mais moi, ça me concerne pas. Tout le monde est justiciable à un moment donné. Et si on commence à vous opposer de la preuve scientifique générée par IA, ça va poser des problèmes. Bon. Avant de revenir à la notion de génération, un cas judiciaire assez édifiant. Assez édifiant. Voilà. Alors, ne soyez pas chagrinés, j'étais obligé de flouter certaines choses parce que c'est des cas réels, qu'on va dire. Donc là, cette personne a été photographiée sur son lieu de travail et elle arbore ici un magnifique pins très décoratif du Troisième Reich. Bon, alors vous pensez, bon. Et cette photographie, elle est envoyée sur une messagerie d'entreprise. En disant, t'as vu, Toto, il se balade, voilà, où il y a des réunions de néo-nazis dans la boîte, que se passe-t-il ? Bon. Donc, nous, on nous demande d'analyser cette image, et le logiciel nous dit, déjà, on voit deux parties. Alors, vous êtes obligé un peu de nous faire confiance, il faut comprendre ce que dit le logiciel. Oui, le truc, le graphique à droite montre bien ça. Voilà, et en fait, tout à droite, c'est la même chose vue en 3D. Donc, on voit bien qu'il y a le visage qui est dans un creux, qui est dans une autre partie, enfin, dans un autre espace mathématique, pour faire simple. Et tout ce qui est là, comment dire, l'écharpe, etc., c'en est un autre. Voilà. Donc, ça, c'est des vues 3D, peu importe, c'est des maths, tout ça, c'est pas très compliqué. Là, c'est pareil, c'est d'autres sorties du logiciel. Et vous voyez, là, on le voit bien. Pardon. Entre le bleu et ça, c'est ce qu'on appelle de la température de couleur. C'est pas très compliqué, mais c'est pas normal qu'on ait une ligne, vous voyez, aussi tranchée et des différences aussi importantes. Et en fait, l'explication, entre autres, finale a été donnée. On a un filtre qui est capable d'aller extraire vraiment de l'information de très très basse amplitude dans le noir. D'accord ? C'est ce qu'on a fait là, et on voit que dans la partie du cou qui normalement est noire à la photographie, en fait, on voit des lignes de coupure en fait. Voilà. Bon, c'était fait à la truelle. Enfin, ça a été, voilà. Ouais, mais ça se voit pas sur l'image d'origine. Voilà, exactement. D'accord. Bon. En fait, c'était fait pour incriminer la personne. Bon. Hop, et donc au final, il n'y avait pas de pins nazi. Non. Ou alors quelqu'un s'est photographié avec le pins nazi avant de faire le montage. C'est ça. D'accord. Allez. Quelqu'un demande est-ce qu'on a accès à ces outils exceptionnels ? Non. C'est en vente. Oui, mais il faut juste avoir les moyens de les acheter et surtout après de faire la formation qui va avec. Ouais. Et puis je suppose que c'est surtout des entreprises qui travaillent avec vous. De toute façon, il n'y a pas de. Ce sont des financements au départ parce que on a quand même la chance, on est dans un pays et en Europe aussi où la recherche est soutenue assez massivement. Donc nous, on a bénéficié de différents financements publics et aujourd'hui, c'est une solution commerciale qui est utilisée aussi bien par des organismes publics que privés. Okay. Mais c'est vrai que tu vois, on est à l'échelle d'une agence de presse, d'un titre connu et puis des agences de l'État, quoi. Alors c'est pour ça que tu vois, on en parlait tout à l'heure. Excusez-moi, je dévoile un peu les coulisses, mais quand je vois plein d'articles qui disent on n'a pas d'autres moyens, on ne sait pas. Si les moyens ils sont là, sauf que comme les gens ne font pas leur devoir. Nous, on a une couverture par les numériques quand même. Il y a eu plusieurs articles écrits sur notre technologie dans le temps. J'ai vu pas mal d'articles. L'AFP a fait des choses et les gens en fait ne font pas leur devoir. Bon. Alors, moi aussi, je vais faire mon petit quiz si tu le permets.
C'était bien ça. Alors, attends, je repasse en plein écran, Karl. Voilà. Bon, voilà, je prends... c'est mon collègue là qui s'est prêté au jeu. En fait, nous, on nous a demandé de travailler sur le problème de l'attaque sur les visages. Alors, quand je dis attaque, c'est pas qu'on va te casser la figure, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le visage fait identité. Ouais. Donc, pour l'obtention des papiers, des documents d'identité dans le monde entier, tu dois produire de la photo d'identité. Bon. Et depuis déjà un nombre d'années conséquent, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis allé au département d'État aux États-Unis qui gère justement toute la partie, tu sais, documents d'identité pour voyager aux États-Unis, ils font l'objet d'attaques. D'accord ? Parce que quand tu envoies tes documents, tu n'es pas sur place. Depuis 15 ans, c'est ça ? Oui, largement. Ouais. Tout à fait, ouais. Et donc, l'idée, c'est de voir jusqu'à quel point on peut déformer un visage. Alors, en fait, là, on l'a mélangé. D'accord ? Mais ça reste un visage. C'est-à-dire que les outils de détection de visage et d'analyse faciale, ils voient quand même un visage. C'est pas Casimir, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu vois la graduation qui est dessous, à 0,2, bon, c'est lui, hein, c'est le même. On s'éloigne et on considère, il y a une norme internationale, qu'à partir de 0,6, on n'est plus sur la même personne. Okay. Ça reste quelqu'un qui va être détecté par les algorithmes automatiques de reconnaissance faciale, mais on démontre que ce n'est plus la même personne pour ces mêmes outils. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'était le point de départ. Et puis est arrivé, donc, comme disait tout à l'heure ton auditeur, les systèmes génératifs, donc les GAN, les StilGAN, etc. Et bien avant, du coup, bien avant le ChatGPT, bien avant Midjourney, etc. Il faut savoir, c'est ça, c'est qu'en fait, là, on parle beaucoup de Midjourney, tout ça, parce que c'est des outils qui sont accessibles au grand public, mais des outils comme ça, il en existe déjà depuis un petit moment. On est déjà, avant le Covid, on commençait déjà, alors c'est pas la préhistoire non plus, mais à l'échelle de la technologie, ça va assez vite. Et donc, il y a eu plein d'essais, donc il y a eu StilGAN 1, 2, 3, voilà. Donc ça, ce sont des images StilGAN, pour ceux qui connaissent, parmi les gens qui nous écoutent. Donc, voilà. Et la question, c'est, on pourrait refaire le même quiz que tout à l'heure, mais même à la limite, si je dirais que... Allez, imaginons que 40% des gens se font tromper. C'est déjà beaucoup en réalité. Là, je pense que tout le monde se fait tromper. Hein. À mon avis, on va vraiment regarder en détail. Alors, on va regarder justement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une image naturelle. Là, je montre 2 résultats de tungstène. Mais en fait, les images naturelles... Pour le coup, on sait à quoi s'attendre. D'accord ? On a un résultat attendu. Ouais. Et je fais une parenthèse. Ça, dans un projet qui est en cours de montage, là, ces résultats, on va les faire apprendre. On va alimenter justement un réseau de neurones qui, lui, va venir analyser ces sorties-là à notre place et pour dire automatiquement si c'est du généré ou pas. Bon. Je prends celle-ci, ce charmant jeune homme. Eh bien, on peut passer beaucoup de temps. Donc ça, donc vous avez le monsieur à gauche. Alors, les gens qui sont attentifs ont remarqué ici une petite erreur. Donc ça, c'était... Oui, mais ça pourrait être un léger répit. Non, mais surtout, tu le reprends avec Photoshop, tu l'enlèves. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas compliqué. Et bien, en fait, donc, sur la droite, vous avez une des sorties du logiciel, donc de tungstène. Et aussi, il y a beaucoup de filtres. Dans il y a beaucoup de filtres, je pourrais vous montrer rapidement l'interface après. Et bien, en fait, on nous montre comment le réseau neurone a fabriqué cette image-là. Les différentes zones que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des graines, en fait, dans le jargon. Le réseau neurone, il commence par travailler avec 4 pixels. En gros, il va te diviser l'image en 4 parties. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire grossir... Il fait de la culture de texture, en fait. D'accord ? Jusqu'à arriver à l'objectif que tu lui as fixé dans l'apprentissage. D'accord ? Et donc, ce qu'on voit là, ce sont des textures qui ont été cultivées, entre guillemets, et qui ont grandi. Et ça, c'est un point important, les réseaux de neurones ne manipulent pas de pixels ni d'éléments photographiques. Donc, c'est vraiment Ils prennent des micro-textures qu'on leur a données en apprentissage parmi les milliards de paramètres dont je te parlais, ils les assemblent par rapport à un modèle qu'ils ont et ils les font grandir jusqu'à temps d'obtenir le résultat attendu. Donc celle-là, c'est un autre réseau de neurones qui l'a généré, mais c'est pareil, c'est 100% du faux. Alors vous êtes obligé de me faire confiance parce que ça serait trop long, mais on voit par exemple, tu vois ces motifs un peu rectangulaires carrés autour des yeux, et ben ça, c'est à un moment donné, le réseau neurone s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aller chercher des données différentes du reste de la peau, et donc il a posé des graines là, il les a fait grandir. D'accord. De la même façon, tu vois ce fond là un peu bizarre, ça n'existe jamais en photographie, ça. D'accord. Alors elle est très intéressante aussi parce que du coup, soit elle est très malade, soit c'est du généré. Donc c'est du généré. Tu vois tous ces petits patchs de couleurs qu'on voit apparaître partout ici, ce sont des graines qu'a fait grandir le réseau de neurones. D'accord ? Il a un modèle et puis il va compléter progressivement les trous dans la raquette pour arriver à ce qui est attendu. Alors tout était faux dans ce que je vous ai montré, sauf le monsieur d'en bas qui est ici. Vous voyez, quand on fait, attention, ce n'est qu'un seul filtre du logiciel, mais tu vois, on reconnaît plus ou moins la personne et c'est assez lisse, c'est assez uniforme. La personne qui est ici, je prends la dame qui est ici, qui est à gauche,
on voit apparaître une espèce de fausse barre de couleur. Oui, oui, c'est ça. On voit les différences de couleurs. En fait, on voit que ça vient de différentes banques de données. En fait, non, c'est différents paramètres que connaît le réseau de neurones, en fait, d'accord, qu'il a puisé dans son apprentissage. Et en fait, il fait du puzzle, en fait, si tu veux. D'accord. C'est ça. Par contre, il sait générer les pièces qui lui manquent. Si tu vas limite, ce serait un puzzle où il manquerait des pièces. Il sait générer les pièces du puzzle qui lui manquent. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est en ça que c'est génératif. Et limite, il va les chercher dans un autre puzzle. En fait, il va... Alors, les algorithmes lui permettent justement de les fabriquer. D'accord. Donc là, c'est pareil. Bon, peu importe, on pourrait passer des heures. Donc là, le fond, il correspond à rien. Et puis c'est pareil, on voit. Je vous remontre d'avant. Tu vois, normalement, on s'attend à avoir des choses lisses comme ça, et en fait, on a des choses comme ça. D'accord. Ouais. Alors, je vais sortir et puis bon voilà, on a essayé plein de choses. On a essayé avec l'affaire qu'on appelait Peng Shuai, tout le monde s'en rappelle peut-être, cette joueuse de tennis qui avait accusé son entraîneur d'agression sexuelle, qui disparaît des radars par les autorités chinoises, et qui réapparaît avec quelques photographies mises sur Twitter en disant non, vous inquiétez pas, elle est en bonne santé. Immédiatement, les gens pour qui on travaille ont dit mais ça peut être un sosie. Donc là, on a fait de l'analyse faciale pour vérifier que c'était bien la bonne personne. Ça, c'est un autre logiciel qu'on développe. Et puis on a regardé, c'était pas du généré, parce que il faut le savoir qu'aujourd'hui, ceux qui sont en pointe sur le généré, tu vas pas être surpris, c'est les Chinois. Ce sont les Chinois. Ouais. Et quand c'est pas les Chinois, c'est des Chinois qui travaillent aux États-Unis. Ce que je me disais, c'est que oui, c'est ça que tu me disais, que si tu regardes parce que OpenAI, etc., c'est américain, mais ce sont des chercheurs chinois qui. Voilà. Ouais. Bon. Voilà, donc on a vérifié tout ça. Et alors il y a peut-être un petit doute ici. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran cette grosse tache bleue. Vous savez, il y avait peut-être un poster d'un film américain qu'ils ont enlevé, enfin que sais-je, mais en tout cas, bon, il y a peut-être un doute sur là. Mais sinon, c'est tout à fait. C'était bien elle. Alors, je vais terminer. Je prends ma souris parce que là, j'ai besoin d'un assistant. Il y a quelques questions aussi en attendant. Vas-y, je vais chercher. Ça peut poser des questions sur l'identification automatique par caméra de surveillance extérieure. Si déjà une telle image du collègue peut être modifiée sans que nous puissions faire la différence côté judiciaire. Je suis pas certain d'avoir compris. Est-ce que ça peut poser Est-ce que ça pose des questions sur l'identification automatique par caméra de surveillance extérieure? Je comprends pas la question. Alors, je crois comprendre. Aujourd'hui, dans la législation française, normalement, les caméras de vidéo, alors le terme administratif, c'est vidéoprotection, parce que tu comprends, on te protège. Oui. Bon, tout le monde dit vidéosurveillance, mais eux disent vidéoprotection. Il y en a plein dans Paris. Normalement, la législation impose que tu dois, ça a quand même une utilité, par exemple, tu dois être capable de reconnaître une agression, mais tu ne dois pas être capable d'identifier les personnes. Alors, on peut se demander l'intérêt, mais bon, c'est comme ça. Par contre, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de détecter automatiquement des actes d'agression. Nous, on a un système, il détecte les sacs à dos. Donc on sait dire au système, un sac à dos posé par terre qui est là depuis très longtemps déclenche une alarme. D'accord. Peut-être que si on avait eu ça pour la Notre-Dame de Paris, ça aurait brûlé moins longtemps et moins fort. Voilà. Les caméras dans Notre-Dame de Paris. Donc voilà le logiciel. Je ne sais pas si je suis à l'écran, pardon, excusez-moi, je fais comme si j'étais à l'écran. Mais tu vas le voir, de toute façon, Karl va le mettre, hop, c'est bon. Super, merci. Voilà. Donc Tungsten version 9.9, bon, pour pas dire 10. Donc, alors, c'est ce qu'on appelle un banc filtre pour les scientifiques qui nous écoutent. Donc on a beaucoup de filtres. On a beaucoup de paramètres dedans. Donc quand on vous dit qu'il faut une formation pour... il y a une partie qu'on peut automatiser, on fait des scripts. Et puis comme je disais tout à l'heure, on travaille sur une surcouche, j'ouvre les guillemets, d'intelligence artificielle, qui elle va apprendre à partir des sorties du logiciel. D'accord, qui va s'appeler Carbure, qui va arriver dans quelques temps. Mais bon, peu importe. Donc nous, c'est pas de la magie. Tout ce qui est là, le moindre filtre qui est ici, je sais l'expliquer. Alors ça a des noms barbares des fois, mais peu importe, c'est des gens qui font des maths. Donc j'ai mis notre ami Donald. D'accord, c'est une image qui a beaucoup tourné. Alors là, c'est pareil, le contenu, le contexte, c'est qu'on sait que c'est du faux, quoi qu'il arrive. C'est fait à titre humoristique, politique, ce qu'on veut. Bon. Et donc, on obtient des sorties. Alors, pareil, vous êtes obligé de me faire confiance parce que, voilà. Mais en tout cas, je peux vous assurer que là, quand je passe une photographie normale, enfin naturelle, je n'ai absolument pas ces couleurs psychédéliques, fluo, etc. D'accord. Quand c'est une photo naturelle. Alors, c'est en fausse couleur. Et d'ailleurs, tu vois, on voit la peau ici avec des motifs. Dans ce filtre-là, qui est un filtre dit multispectral, on a une réponse particulière de la peau. On s'attend à une couleur donnée. Et en fait, c'est pas du tout cette couleur-là. Donc déjà, on sait que c'est pas de la peau humaine. D'accord ? Alors, si tu veux bien, on va reprendre un exemple de la... Je sais pas, c'était celui-là, par exemple. Tiens, le petit oiseau. Ça fera plaisir à tout le monde. Donc, je déplace là. Je vais fermer ça. Je dis oui, etc. Voilà. D'accord ? Bon. Alors... On a plein d'outils, on commence par faire de l'analyse tout à fait standard. Voilà, donc je ne vais pas tout expliquer, mais ça marche assez bien. Je vais prendre un filtre qui est ici. C'est de la peau de reptile. Pardon ? Pour ce il y a quelqu'un qui dit c'est de la peau de reptile en référence à la théorie des reptiliens. V. Alors, j'ai... bon, pareil, je suis désolé, vous êtes obligé de me faire confiance, mais ce que j'observe ici, tu vois un peu l'espèce de
paniers de spaghettis un peu bizarres que les gens font. Ça, c'est pas photographique. D'accord, c'est pas du bokeh. Si c'était photographique, ce serait lisse. En fait, tu aurais la même sensation que le visuel, mais avec des couleurs différentes. D'accord. Et ce serait pas. En fait, tout ça, ce que tu vois, tous ces petits trucs, c'est le réseau de neurones qui a fonctionné. D'accord. C'est les traces du réseau de neurones. Et si j'en prends un autre, par exemple, en bas, hop, là, c'est pareil. Tu vois un peu ces trous là qui apparaissent ? C'est pareil. À un moment donné, le réseau de neurones a manqué de texture, a été obligé de les refabriquer. D'accord. Il y a des choses qu'il a pu disposer assez facilement. Alors, ça va parler aux plus anciens d'entre vous. Tu connais le film de Carpenter, La Chose, The Thing ? Oui, bien sûr. Tu sais, cet objet, cette chose d'un autre monde qui vient et qui est capable de répliquer l'être humain, du biologique. Et à un moment donné, il trouve des tissus, il y a des trous où c'est mal fait. Et il y a un des personnages qui dit, visiblement, la chose n'est pas capable de faire des choses artificielles, de répliquer de l'artificiel. C'est exactement le même principe. Il y a des choses que les réseaux de neurones savent faire assez simplement. J'espère que ça finira pas pareil. On espère que ça finira pas pareil. Et par contre, quand il leur manque l'information, et c'est ça qui est effectivement intéressant dans le génératif, c'est qu'ils ont les algorithmes pour créer des choses qui y ressemblent. Et en fait, les petits trous qu'on voit, les trucs bizarres là, et même, tu vois, ces contours un peu bizarres, c'est une trace de génération. J'ai un autre exemple, non, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est ici. Tu me dis dès que... on va faire un dernier exemple, on prend quelques questions ensuite, parce qu'il y en avait pas mal, et puis après on va j'avais pris toute la collection. Tu en as vu une en particulier ? C'est peut-être... Celle-là, peut-être ? Celle-là, elle était assez bluffante. Bon, j'en ai vu une avec toute la série de Macron, mais on veut pas de problème, donc on va pas la faire. Donc celle-là, donc la petite fille, on se demandait de où c'était, qui évidemment est une image générée tout à l'heure. Alors, il faut m'excuser parce que on l'a fait avant en amont, mais j'ai plus souvenir exactement du filtre que j'avais utilisé. Oui, parce qu'en fait, normalement, dans le processus, on utilise tous les filtres. Là, on fait un petit peu sur un coin de table, et j'arrête pas de taper sur la table, je me fais embêter par cas. Voilà, voici, c'était ce filtre-là. Alors, pareil, c'est curieux, là. Il va falloir que vous fassiez confiance, mais le filtre, en fait, hop, je vais mettre ça à côté. Tu vois ces écarts de texture, d'accord ? Ça, c'est typique dans ce filtre-là, un effet génératif. Pour la texture de la peau, il a utilisé, je ne veux pas dire un algorithme, mais il a utilisé certains paramètres et certaines données qu'il connaissait. Par contre, pour la demande qu'a faite, c'était Renault qui a fait faire cette image, en fait, pour la génération du reste de l'image, on voit qu'en fait, il a été obligé de travailler autrement. D'accord ? On le voit même ici aussi sur le sol. Tu vois, on a des résultats dans les filtres qui sont très segmentés, très différents les uns des autres. Alors, je suis conscient que pour la majorité des gens qui nous regardent, ça ne va pas parler comme ça. Il ne faut pas s'attendre à des trucs rouges, verts dans tous les sens. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est quand même un boulot de spécialiste. Là, moi, quand je vois ça, j'ai nécessairement... En plus, tu vois, quand tu zoomes, tu as une impression de texture qui est quand même radicalement différente. Ouais, donc on voit qu'il y a plein de choses différentes. Parce qu'en fait, ça n'a pas été fabriqué de la même façon. Alors, par le même système, mais il a été obligé de prendre de la donnée et de les combiner de façon très différente. Et tu as des carrés rouges, des carrés cyan, des carrés... Exactement, parce qu'en plus, il a fallu faire des couleurs un petit peu différentes. Bon, allez, pour le plaisir, on peut peut-être, pour terminer, prendre quand même celle-là, parce que je sais qu'elle a pas mal circulé. Voilà. C'est celle que tu as créée ou c'est... Non, ça c'est une qui circule sur le Twitter, celle-là. Ok. Donc Macron qui vient aider et ben là, à ramasser les ordures dans Paris. Là, par exemple, vous voyez, alors toute l'image est générée. Et une fois de plus... Ça remonte peut-être l'image d'origine. Oui, bien sûr. Toute l'image est générée, mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce filtre-là va te mettre en évidence une partie du fonctionnement du réseau de neurones. Donc, on voit en fait que tu vois ces couleurs vives, par exemple le panneau, le gilet. Et puis là, je ne sais pas ce qu'il y avait. Visiblement, il a eu des difficultés par rapport à la demande. Bon, effectivement, c'est... On ne sait pas ce qui tient le monsieur derrière. Voilà. Mais là, typiquement, je répète, ce n'est qu'un seul filtre. Après, en faisant plein de filtres, on a la réponse complète. On voit bien qu'il y a des problèmes sévères dans l'image qui ne relèvent pas de la photographie. Alors, quand j'ai des images falsifiées de façon standard, j'ai aussi un type d'anomalie et d'indices. Ils ne sont pas nécessairement de cet ordre-là. D'accord ? Donc, après, on a des filtres un peu plus complexes. Je vais te le montrer. Hop. Je ne suis pas en face, voilà, parce qu'avec l'écran qui a changé de résolution. Hop. Voilà. Alors là, bon, ça va faire fantasmer beaucoup de gens, mais tu vois l'espèce de petite ligne blanche sur la droite qui bouge là ? Ouais. En fait, la façon dont ça bouge et la façon dont ça passe au-dessus de l'autre ligne, ça nous renseigne sur l'origine de l'image. Okay. Bon, là, vous êtes vraiment obligé de me faire confiance. Et là, il y a... parce que là, il y a quand même plusieurs semaines potentiellement. C'est opaque un peu, là. Mais c'est pour dire qu'en fait, on combine des outils de nature très différente,
Certains qui ont des résultats assez directs, où on arrive à lire, ça clignote de tous les sens, et puis des outils un peu plus complexes, un peu plus mathématiques. Tu vois, par exemple, celui-là, typiquement, il continue de te dire, on devrait normalement avoir quelque chose d'assez lisse, d'assez gris. Quand tu vois apparaître des zones très colorées, c'est que là, nécessairement, le générateur a été obligé de travailler autrement. D'accord. Il n'a pas su générer les couleurs vives de la même façon qu'il a généré parce que là, en fait, il ne va pas me dire Macron est faux, tout est faux dans l'image. D'accord ? Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre comment le réseau de neurones a fonctionné et ce qui lui a posé de problème. Donc là, on voit que c'est le gilet et le bouton vert derrière. Voilà, les couleurs, là, pour ce filtre-là, ce sont les couleurs un peu vives qui sont venues poser problème. Et même le contour du cercle aussi derrière. Oui, absolument. Okay. Ce qui peut être surprenant, on ne s'attend pas à ce que... Mais c'est comme ça. Les réseaux de neurones ne génèrent pas des images du tout comme nous, on dessine quelque chose. C'est pas du tout... C'est pas du tout comme ça marche. Alors, est-ce que, juste rapidement, pour terminer, j'ai une question pour monsieur sur la loi qui est passée il y a quelques jours sur l'autorisation de l'utilisation de la reconnaissance biométrique dans le Grand Paris, et ce jusqu'en 2025, avant et après les JO. Donc, quelle est la question ? Parce que, oui, ce que je sais. Est-ce que c'est juste avoir son opinion ? Est-ce que je regarde ce qu'il y a d'autre ? Petite question, il y a de plus en plus d'IA directement dans les APN. Alors, attention à ce qu'on dit quand on dit qu'il y a de l'IA dans les APN, mais ok, oui, voilà, tu veux dire les corrections faites par alors ça, c'est ça. Est-ce un problème pour ce genre d'études d'analyse ? La photo existe vraiment, mais étant retravaillée a posteriori. Ça c'est pas. Nous, on va voir souvent le post-traitement qui est fait par l'appareil, d'accord ? Mais là, on va pas s'intéresser de savoir si c'est du génératif ou pas. D'accord ? Non. Alors, quand on dit d'IA dans les APN, attention. Oui. En fait, ça veut dire qu'une partie du programme interne de l'appareil photo a bénéficié d'une technique d'apprentissage par des exemples. Je termine avec ça, et c'est peut-être le plus important. Tout ça repose sur un seul théorème en mathématiques, d'accord, qui est sur la notion d'approximation. Tu vois un phénomène. Tu te dis, il y a une loi mathématique qui explique ce phénomène-là, mais j'arrive pas à l'écrire. J'arrive pas à écrire l'équation. On sait depuis très longtemps qu'avec des échantillons numériques suffisants, on va arriver à approximer cette loi que tu ne connais pas pour autant. C'est ce que font les réseaux de neurones. Donc un appareil photo qui débouche ou qui va embellir, on lui a, dans son micro-logiciel, on a fait un peu d'apprentissage sur des cas d'images bouchées, et on a dit au système comment il fallait faire pour déboucher. Et c'est ça qu'on appelle de façon un peu bébête de l'IA dans les APN ou d'autres choses. D'accord ? C'est juste qu'en fait, on n'avait pas la loi qui permettait de répondre à tous les cas de figure et d'automatiser ça, exactement. Donc on est passé par des échantillons. Mais j'ai envie de dire la belle affaire, quoi. Ouais. C'est une technique qui est connue depuis longtemps. Quid du jour où les IA auront intégré ces mécaniques de détection à leur apprentissage ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il peut y avoir Il y a des programmes qui depuis longtemps font du contrôle d'autres programmes. Il y a des programmes qui se réécrivent eux-mêmes. Alors c'est rare parce qu'en fait l'usage est très très limité. Il y a des langages qui permettent de faire ça. Donc là, si je comprends bien la question, on est déjà dessus. Il y aura des programmes basés sur des réseaux de neurones qui iront contrôler la réponse d'autres programmes. D'accord. Mais qui pourront tromper par exemple Tungsten ou en fait, c'est toujours pareil. C'est la cuirasse et puis l'épée, quoi. Nous, on passe notre temps à renforcer la cuirasse. À renforcer, exactement, et à travailler dessus. La question, quand même, appelle une réflexion. C'est que je parlais d'effets de mode tout à l'heure. On parlait d'effets de mode. Il y a quelques années, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, il y avait quelque chose qui était très à la mode, ce qu'on appelle la logique floue. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Il y a même eu des appareils photo Canon en logique floue. Bon, la belle affaire aussi. Il y a des trains dans le monde entier automatiques, comme le train de le métro ligne 1 ou le 14. C'est piloté, ça. Oui. Est-ce que quelqu'un s'est demandé qui c'est qui pilote le truc ? C'est automatisé. Et en fait, il y a eu des systèmes qui étaient pilotés par logique floue. Alors, je laisserai les auditeurs aller regarder ce que c'est. Mais en fait, on ne parlait pas d'IA, et pourtant, ça simule vraiment très fortement la fonction dont ton cerveau fonctionne. D'accord ? Voilà. Et on ne les a pas cherchés à les contrôler par d'autres réseaux de neurones. On sait que ça fonctionne, on a fait des tests. Voilà. Donc cette notion d'empilement des couches, pareil, c'est très science-fictionnesque. Ça arrivera dans certaines conditions. Par exemple, dans le contrôle aérien, des choses comme ça, où là, tu es quand même obligé d'avoir une réponse un peu sûre. Voilà. C'est sûr. Je n'arrive pas à concevoir qu'une image n'est pas qu'un assemblage de pixels de couleurs. Non, du tout. C'est quasiment pas ça, même du tout. Les pixels, c'est vraiment le dernier sucre que tu mets sur ta crêpe, mais toute la pâte, ça n'a rien à voir avec les pixels. Ouais, c'est juste que ça se voit pas à l'œil nu. Donc mais c'est pour ça qu'on arrive à tromper les gens. Parce que quand tu modifies les pixels, c'est ce que tu vois, toi. Tu vois les pixels. Tu n'es pas capable de voir les relations mathématiques qui sont derrière. Voilà. Je pense qu'il y a juste une question sur l'analyse de vidéo. Je crois que tu m'avais dit que l'analyse de vidéo, ça se fait aussi avec Tungsten. Mais là, tu fais image par image. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a ce qu'on appelle l'analyse, comme tu dis, trame par trame, image par image. Alors, il faut savoir que dans une vidéo, tu as plusieurs types de trames. Tu as des trames clés, intermédiaires, etc. Ça, c'est l'analyse, on va dire, statique. Tu décomposes. Il y a une analyse temporelle.
parce que les codecs qui permettent de coder de la vidéo, type MP4, ont une notion temporelle. Ouais. Et donc, on détecte des ruptures dans le flux temporel. Voilà, donc, tu as deux pattes en fait, à l'analyse. Par contre, la vidéo, c'est plus compliqué parce que le format MP4 est extrêmement compressif, avec de la perte. Et qu'en fait, ces formats, ils tuent la donnée de départ aussi. Donc, il faut reconstruire au préalable, j'imagine. Il faut des stratégies de contournement en mathématiques. Quoi. Ok, bon, il y a encore plein de questions, mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Moi, ça va, j'ai le temps, mais il est moins 10. Bah non, mais nous, allez, une dernière ou deux dernières? On fait une dernière. Il y avait Farketshop qui avait déjà demandé quelque chose tout à l'heure, je crois. Est-ce que vos analyses d'images font la différence entre les filtres et les images génératives, filtres qui lissent la peau et IA qui crée une peau? Oui, absolument. Parce que dans un cas, on est parti d'une donnée native. C'est pour ça qu'on dit native. En fait, quand on dit naturel, ça renvoie à natif, en fait. Voilà. Donc, une donnée native qui sort d'un appareil photo, le filtre de lissage, il a une réponse. Et le filtre de lissage, pour le coup, il a manipulé du pixel. Alors que les peaux lisses en généré, enfin les peaux lisses avec des systèmes génératifs, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de notion de pixel. Donc, en fait, il va produire de la texture lui-même, telle qu'il a pris. Et donc, on a vraiment des réponses très, très différentes. Voilà. D'accord, ok. Très bien, eh ben merci beaucoup Roger, c'était vraiment passionnant. Je pense que le chat sera d'accord. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Comment ? Faudra le refaire. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour les interactions avec le chat. Vous êtes vraiment super tous. Merci évidemment à Karl qui a été très réactif et qui a fait comme toujours du super boulot. On va aller faire un petit raid quand même. On continue. Donc en général à la fin des émissions, on raid une autre émission qui passe sur Twitch en même temps. Donc on envoie en fait on envoie nos viewers sur une autre émission. Et en général, on reçoit aussi des raids de temps en temps. Très aimable de votre part. Merci beaucoup tout le monde qui nous dit merci, qui nous dit que c'était très intéressant. Effectivement, c'était passionnant. Qu'est-ce qui passe en ce moment